Mais ouais, globalement, ça va. Là, j'essaie surtout de retrouver. Alors, c'est un équilibre à avoir. Je suis un peu frustrée parce que vraiment, là, ces derniers mois, en fait, mon projet de roman, il n'avance pas. J'ai eu besoin de faire des pauses, mais j'ai aussi envie là d'avancer. Je ressens un petit peu l'élan, mais je suis un peu encore dans une phase un peu procrastination. Donc, il va vraiment falloir que je reprenne un peu les rênes. À la base, je voulais finir mon roman pour qu'il soit prêt à être envoyé en maison d'édition à la fin de l'année, enfin pour début 2026. Ce sera pas le cas, hein. Ce sera clairement pas le cas. Et bah écoute, c'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'ai envie de reprendre. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vous expliquerai un peu plus en détail sur comment je vais aborder la réécriture après la phase bêta lecture. Je pense que je vais limite presque repartir de zéro. Parce que la réécriture, j'y vais à reculons, parce que dans ma tête, il faut... Enfin, c'est pas, il y a pas de il faut, mais là, au départ, j'étais partie dans l'idée de me dire, bah, il va falloir que je retravaille tels chapitres, que je rajoute des trucs, que j'enlève des trucs, que je modifie, etc. Et c'était un travail de rafistolage qui m'emballe pas trop, et j'ai besoin de retrouver un peu la créativité, l'écriture pure. Donc en fait, je pense, repartir de zéro, c'est que je vais repartir sur une phase de fiche personnage, planification, je vais revoir le plan, le chapitrage, et je vais repartir sur un deuxième jet du début à la fin, comme si j'écrivais un nouveau projet de roman. Il y aura des choses que je vais garder, bien sûr, et puis après, ça va être des fois du copier-coller ou des choses comme ça. Mais je vais avoir besoin, je pense, de repartir plus ou moins de zéro pour me redonner l'envie d'écrire et tout ça. Phase de création, c'est le best. Mais ouais, mais moi, c'est ce que je préfère hein, dans un roman, hein. C'est vraiment la phase brainstorming. J'adore la phase de brainstorming où t'as vraiment, t'as juste au début une ligne, une idée de roman. Tu commences à le poser, tu notes tes idées, et puis de fil en aiguille, ça part dans tous les sens. T'as plein d'idées, tu développes tes personnages, ça te développe d'autres idées. J'adore ça. J'adore ça, j'adore la phase de premier jet, et c'est vrai que la suite, pour moi, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Pour ça que tes petits challenges d'écriture, ça fait du bien maintenant que je suis libérée pendant Ouais, bah, tu vois, j'ai vu passer là, le Writeable. Ça me tenterait presque, mais je me dis, bosse déjà sur ton roman, ça sera pas mal. À un moment donné, je peux pas être sur tous les fronts. J'ai le travail à côté, j'ai les bêta lectures, voilà, donc la priorité, si je dois écrire, c'est sur mon projet de roman. Mais ouais, c'est con, parce que je trouve ça sympa. J'ai vu passer pas mal de writers qui étaient intéressants. Mais ouais, j'ai vu que t'en faisais un peu, et c'est vrai que toi, maintenant que t'as envoyé ton roman en bêta lecture, ça peut être fun. Programme du jour. On va aborder le thème de la bêta lecture. Faut savoir que mon roman, je l'ai envoyé en bêta lecture pour le mois d'août. Parce que les mois qui ont précédé, j'étais passée déjà sur une petite phase de réécriture. Faut savoir que la phase de réécriture que j'ai faite, elle a été assez faible, hein. C'était pas un gros travail de chantier. J'ai été modifier deux trois trucs. Tous les commentaires que j'ai fait moi-même pendant ma relecture, j'ai été modifiée. C'était souvent des tournures de phrases, des choses par-ci par-là, des incohérences. Et en fait, le plus gros que j'ai fait sur cette phase de réécriture, j'ai surtout rajouté un gros plot twist. Bah Céline, toi qui es passée dessus, le plot twist autour de la vieille sorcière dans le roman, euh, à la base, était pas prévu du tout. C'était juste une vieille sorcière qui a lancé une malédiction pour punir. Alors, Léa, je sais pas si tu sais, je suis sur une réécriture de Peter Pan. Je grossis parce que c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment une réécriture. Mais voilà. Pour faire simple, pour prendre un raccourci, c'est une réécriture de Peter Pan où en fait, bah, il y a eu une malédiction et tous les enfants de l'île sont devenus adultes, dont Peter qui du coup est confronté à sa plus grande peur. Et le personnage principal, c'est une femme de 30 ans qui s'appelle Julia, qui vient du monde réel et qui a été projetée à Neverland, qui est un peu le conte de son enfance et qui va devoir se dépatouiller avec ça parce qu'elle se retrouve du coup au beau milieu du pays imaginaire en pleine malédiction. L'île part un peu en sucette et tout le monde est confronté, du coup, enfin, Peter est confronté à sa plus grande peur et tout le monde en fait est devenu adulte. Euh, et donc, la malédiction a été lancée par une méchante sorcière et à la base, je l'avais écrite juste c'est une méchante sorcière qui a lancé une malédiction parce que Peter Pan l'a provoquée et voilà, pour se venger, elle lui a lancé une malédiction. Et en fait, en relisant le roman, je me suis dit, j'ai pas envie d'être dans le cliché de la vilaine sorcière des contes de fées un peu bateau, quoi. Ça me saoulait, donc j'ai essayé de creuser un peu le truc et bah, j'ai eu une idée que je vais pas dire pour pas spoiler. Mais la sorcière
est un personnage important de l'histoire et il y a autre chose derrière, il y a un background qui du coup fait que la méchante sorcière n'est pas juste une méchante sorcière diabolique et c'est autre chose quoi. J'ai trouvé ça top ce plot twist, ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Ouais, ça apporte un plus et du coup ça met en valeur un personnage que je voulais pas trop inclure dans l'histoire, qui est un personnage du coup de l'histoire de base originelle. Est-ce que je le dis ou pas? Céline, je le dis ou pas? Parce que du coup, ça me permettrait d'expliquer un peu le pourquoi du comment. J'ai pas trop envie de balancer. Non, après, je sais pas. Tu vois, c'est le truc quand tu parles de ton roman, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux pas dire? Sachant que pour le moment, de toute façon, il n'est pas en contrat de maison d'édition, je pourrais facilement balancer ce que je veux. Donc garde le secret, ouais, c'est bien ce que je pensais. Et tu vois, moi, la question aussi en envoyant le roman, c'était de voir si c'était bien amené. Si on devine pas trop tôt, si les indices, parce que j'ai quand même fait un peu de foreshadowing, tu vois, disséminer des indices, je voulais pas qu'on devine trop tôt, mais après je voulais pas non plus que ce soit la grande révélation en mode, je suis pas dans un thriller, hein, je suis pas spécialiste de ça, mais perso je le spoilerai pas. Ouais, je pense que ça peut être pas mal, sachant que c'est un point qui est intéressant et ça dévoile d'autres enjeux derrière. Mais ouais, j'ai pas voulu rester sur ce cliché-là. Mais du coup, ouais, ça m'a demandé un travail de réécriture parce que forcément, il y avait plus trop de cohérence, parce que ça impacte aussi d'autres personnages, de savoir après le secret qui est la méchante sorcière qui a lancé la malédiction. Le fait de le savoir, ça peut impacter d'autres personnages ou pas. Et du coup, il y avait des personnages qui étaient dans une scène, mais en fait, c'était pas cohérent avec la révélation. Donc, il a fallu que je change de personnage, il a fallu que je rajoute des trucs, vérifier la cohérence. Donc, en fait, le premier travail de réécriture que j'ai fait, c'était principalement là-dessus, quoi. La gestion du foreshadowing, c'est vraiment pas un... Non, ouais, c'est ça. Et je trouve qu'on n'a pas le recul soi-même, parce que toi, tu sais, le plot twist, tu le connais. Donc c'est là que c'est intéressant, justement, de le faire lire à d'autres personnes pour voir comment les gens réagissent, pour voir si les personnes ont deviné rapidement, est-ce que ils ont été surpris, est-ce que... Enfin, tu vois. Donc, d'ailleurs, il y a des... Je crois que j'en ai une en bêta lecture qui a deviné assez vite dans les commentaires que j'ai pu voir passer. Je crois que dès le début, la personne m'a dit «Ah, ce serait pas un tel?» Bon après voilà, c'est pas hyper important pour moi qu'on le devine rapidement, sachant que bah y a pas mille et une options. Mais j'avais envie d'inclure ça parce que je trouvais ça intéressant pour narrer d'autres choses et c'est la personne qui devient la méchante sorcière en fait. À la base, je voulais pas trop l'inclure dans l'histoire, je voulais juste qu'on en parle, mais la personne n'était pas présente dans l'histoire. Je voulais qu'on en parle un peu, voilà, elle a existé, mais elle est pas là. Euh, Parce que je trouve qu'on en fait trop sur ce personnage dans les réécritures de ce conte, voilà. Mais je trouve ça. Mais j'ai trouvé. Franchement, voilà, je me suis éclatée à le faire. Sauf qu'après, c'était pas suffisant. De base, après le reste de l'histoire, je savais qu'on était encore sur un premier jet quand même. Tu vois, pas hyper retravaillé. Je savais où étaient à peu près les faiblesses de mon roman. Je savais qu'au niveau personnage, il y a du taf à faire. Il y a clairement du taf, surtout sur les personnages secondaires. Il y a des personnages, je me suis éclatée à les faire et tout ça. Mais au final, je me rends compte vraiment que je suis architecte à fond et que pour écrire mon roman, j'ai besoin vraiment de le préparer, et de le poncer avant de passer à l'écriture. Et là, je me suis rendu compte que justement, j'ai un peu trop survolé le travail de mes personnages avant de passer à l'écriture et ça se sent du coup dans l'histoire. Euh, je sais pas si c'est moi car j'ai eu un doute rapide. Je ne sais plus si c'est toi. Ah, je suis pas sûre. C'est peut-être Aude, je crois. Peut-être, je pense. Mais ouais, du coup, en fait, le principal de ma première phase de réécriture, c'était de rajouter ce plot twist. Et je suis assez radine en écriture quand j'écris. J'ai besoin après de retravailler, de rajouter des choses. Et donc là, ouais, il y avait clairement... De toute façon, on va aller voir en détail, hein. J'ai demandé l'accord de mes bêta lectrices si je pouvais partager un peu des retours que j'ai eus sur les comptes rendus qu'on m'a fait. Mais je savais qu'il y avait un taf surtout sur les personnages, sur l'univers. Il y a des choses qui sont moins cohérentes du coup avec le travail de réécriture que j'ai fait. Euh, Après, j'ai trouvé ton jet quand même très abouti sur pas mal de points. J'ai pas ce recul là, tu vois, sur mon roman. Moi, je trouve qu'on est vraiment sur un brouillon d'histoire, tu vois. Il y a des choses qui sont bien et je sais qu'il y a des choses qui sont bien travaillées. Je sais que je manque pas mal de background aussi au niveau
tu vois, univers, par exemple, sur rien que l'île de Neverland, sur le côté un peu plus malédiction, le côté que ça se barre en sucette, je trouve que j'ai pas trop insisté là-dessus. J'aurais pu faire d'autres choses. J'ai voulu tester un peu un côté un peu plus horrifique sur certains chapitres. J'ai eu des exercices de style aussi, hein, clairement. Je me suis prêtée à des exercices. Je sais que par exemple, je sais pas Céline, si tu te souviens, il y a un chapitre qui est écrit d'un autre point de vue. C'est un exercice auquel j'ai voulu me prêter, ça se prêtait bien à la continuité de l'histoire. J'ai eu une bêta lectrice, je crois, je sais pas si c'était toi, je sais plus, non, je crois pas, qui m'a dit est-ce que ça. Qui a dit qu'elle était perturbée par le fait qu'on change de point de vue, parce que c'est en fait, le roman est écrit à la première personne, au présent, et on est toujours du point de vue du même personnage, sauf un chapitre où on bascule. Et en fait, l'exercice c'est un truc que j'adore chez Christelle Dabos, qui sait écrire ses personnages et écrire. En fait, tu sais quand elle passe d'un personnage à un autre qui parle. Rien que dans la plume, la façon de parler est pas la même. Et j'ai voulu me prêter à cet exercice-là en prenant la voix d'un autre personnage sur un autre chapitre qui se prêtait bien parce que du coup, c'est une scène qui se passe sans que mon personnage principal, qui s'appelle Julia, en fait, soit là. Et j'avais besoin de le raconter, en fait. Et Julia, en fait, arrive après sur les faits et découvre ce qui s'est passé. Mais du coup, j'avais besoin de raconter ce qui s'était passé sans que Julia soit là. Donc, je trouvais l'exercice assez cool. J'ai un chapitre que j'aime beaucoup. Tiens, je sais pas si tu peux me donner ton avis dessus, Céline, vite fait, si tu te souviens, tu sais, le chapitre où Julia est coincée au pays de nulle part, tu sais, un peu l'espèce de monde parallèle. J'ai voulu créer une ambiance assez horrifique. À chaque fois, je dis horrifique, mais on dit horrifique en fait, je crois. Je l'ai écrit le mot il y a pas longtemps et en fait, Google m'a corrigé en disant c'est horrifique qu'on dit. J'ai voulu m'amuser un peu à créer quelque chose un peu plus ou moins flippant, tu vois, à ce niveau-là. Et en fait, en rebossant sur ce chapitre-là, d'ailleurs, je me suis dit, ah, le chapitre est assez court. Est-ce que tu peux pas l'agrandir et le développer? Et en fait, quand je le relis, je me dis, mais il est assez suffisant lui-même. Je sais que je pourrais développer, mais au final, quand je le relis, je suis assez imprégnée dedans et je trouve que des fois, il est assez suffisant. Il y aura peut-être des choses à retravailler, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait, sachant qu'à la base, il était plus court que ça, le chapitre. On est rarement objectif sur son travail, mais grave. Mais c'est pour ça, de toute façon, c'est toujours intéressant de le faire relire. Moi, je dis que faire bêta lire son roman, c'est indispensable, quoi. J'ai du mal à croire, alors après, c'est un point de vue, et je prêche un peu pour ma paroisse, tu vois, mais j'ai du mal à croire qu'un roman puisse... si, à part si vraiment t'es rodée, que t'es enfin, autrice professionnelle, et que ça fait des années que t'écris, que tu publies tes romans et tout ça, j'ai du mal à croire qu'un roman puisse passer en maison d'édition si tu l'as pas confronté un minimum à un regard extérieur. Voilà. Après, je dis pas, hein, c'est pas une règle absolue, mais je trouve que c'est relativement quand même indispensable de faire lire son roman par d'autres personnes, quoi. Parce qu'on n'a pas le recul sur ce qu'on écrit. Et tu vois, même moi qui ai quand même des formations bêta lecture et tout ça, je bêta lis les romans, j'ai pas le recul sur le mien. Enfin, j'ai quand même des choses, je savais en finissant mon premier jet, je savais déjà où est-ce que ça pêchait un petit peu en cours d'écriture. Mais j'ai eu des retours méga intéressants et des choses que j'avais même pas remarquées moi sur mon roman, quoi. Euh, Oui, c'est moi, comme tu l'as pas annoncé, j'ai bugué. Ah oui! Bah en fait, il y a des romans qui l'annoncent pas, le changement de point de vue de personnage. Il y a des gens, tu vois, que quand t'es sur du multi-point de vue tout du long, faudrait que je regarde Christelle Labos comment elle avait fait. Je sais plus dans quel tome c'était. À un moment donné, elle passe du point de vue de Thorne. Et parce que tout est écrit du point de vue d'Ophélie. Et à un moment donné, elle passe du point de vue de Thorne. Et tu le reconnais tout de suite, le gars, quoi. Et j'ai trouvé ça très fort. Et du coup, ouais, je sais pas s'il faut que je mette. On passe du point de vue de Peter, ou je sais pas. Je verrai, peut-être que je le préciserai. C'est pour ça aussi que j'ai voulu voir, sans prévenir mes bêta lectrices, si ça surprenait, si ça perturbait, si voilà, comment c'était accueilli, quoi. Ah super celui-là, mais comme je te l'ai noté, faudrait vraiment accentuer. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, c'est un exercice de style que je maîtrise pas, hein. Je me suis prêtée à l'exercice et du coup, pourquoi ça s'est mis en pause? Ah non. Ouais, c'est un truc que je maîtrise pas, hein. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, en plus, vu que la saison s'y prête, je lis un peu plus de choses horrifiques. Le roman de C.J. Drews, là, Don't Let the Forest In, il est incroyable à ce niveau-là, au niveau de la plume.
C'est fou en fait. Et c'est pour ça aussi, quand on n'écrit pas, quand on est dans des phases où on n'écrit pas, faut pas non plus culpabiliser parce que des fois on fait autre chose qui va venir aussi nourrir notre projet, notre écriture, et moi je le vois à travers mes lectures. Tous les romans à multiples points de vue que je lis sont annoncés. Ouais, mais tu sais, c'est une espèce d'accord tacite. Quand tu commences ton roman et que tu alternes les points de vue, c'est toujours annoncé en général. Là, dernièrement, c'était sur les Samantha Shannon, sur les Priori l'Oranger, tout ça. Elle change, c'est multi-points de vue, mais elle annonce pas le nom. En fait, elle annonce la région. Parce que selon la région où tu es dans le monde, tu abordes certains personnages. Donc, c'est toujours annoncé. Là, c'est vrai que pour un roman qui est tout le temps du même point de vue, mais d'un coup, sur un chapitre, tu switches, peut-être qu'il faudrait que je l'annonce, hein, j'ai pas la réponse. Mais ouais. Mais en tout cas, ouais, j'ai adoré écrire ce chapitre, je me suis éclatée. De toute façon, c'est des personnages, le personnage de Peter, le personnage de Crochet que j'ai adoré écrire aussi. Lily aussi, qu'il faut que je développe un peu plus, je l'aime beaucoup. Mais je pense qu'il y a du retravail aussi un peu niveau personnage. Bref, je vais aller regarder, je vais aller ouvrir, mais je vais garder un œil sur le chat à côté. Lequel j'ouvre? Céline, est-ce que tu veux qu'on commence par ton retour? Sachant que je vais pas afficher, hein, je vais pas partager l'écran, je vais juste lire, je pense, des passages. Tac. Alors, en bêta lectrice, faut savoir que j'ai envoyé mon roman en bêta lecture à... Et c'est ce que je conseille souvent aux gens, des fois, c'est de voir un peu plus large. Je crois qu'en tout, je l'ai envoyé à 6 ou 7 personnes, sachant que la première phase de bêta lecture, j'ai demandé de la bêta lecture bénévole, parce que je passerai par une deuxième phase de bêta lecture plus tard, quand j'aurai un roman plus abouti. Et c'est là que je voudrais l'envoyer à un bêta lecteur ou une bêta lectrice pro. Donc là, en fait, j'ai fait un appel à bêta lecture. J'ai pas mal de personnes qui se sont manifestées et au final, je l'ai envoyé, je crois, à 6 ou 7 personnes et j'ai eu 3 retours de bêta lecture. Alors, j'ai des personnes qui m'ont envoyé un message en me disant bah, finalement, j'ai pas eu le temps, j'ai eu des soucis et tout ça. Il y a aucun problème, de toute façon, en soi, c'est bénévole. Même si je propose un truc en échange, j'ai proposé de bêta lire, les premiers chapitres, je crois. Voilà, je propose quand même un truc en échange, mais forcément tu fais ça bénévolement, ça t'engage à rien, donc j'en veux pas aux personnes qui m'ont pas fait de retour. Mais comme quoi, des fois, il faut prévoir large, surtout quand tu fais de la bêta lecture bénévole, parce que très souvent, tu vas pas avoir 100% des personnes qui vont te faire des retours. Donc là, j'ai eu 3 retours de bêta lecture, quoi. Ouais, 6-7, c'est énorme. Mais ouais, non, à la base, moi, j'ai tendance à dire 3, 4, 5 bêta lecture grand max. Après, ça fait beaucoup. Mais je me doutais que j'aurais pas 100% de retour. En général, c'est très souvent les retours que j'ai des gens quand ils envoient leur roman en bêta lecture. Il y a des gens en fait qui ne liront jamais le roman, ou alors qui ont commencé, qui n'ont pas continué, ou qui n'enverront jamais de compte rendu. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai prévu large exprès. Je m'attendais pas à avoir 7 retours. Sinon j'aurais paniqué un petit peu. Mais ouais, non, c'est beaucoup. Je pense qu'il vaut mieux quand même avoir. C'est bien de croiser plusieurs retours, mais 3, 4, 5 grands max, je trouve que après ça fait trop. Parce qu'après, il faut les gérer, hein, les retours de bêta lecture. Et pour des personnes, des fois, qui manquent un peu de confiance dans leur travail, si t'as trop d'avis, des fois, qui sont un peu contradictoires, tu sais peut-être pas trop quelle décision prendre, quel tri faire. Donc ça peut être beaucoup. Si tu veux, ok. J'ai essayé de faire. J'ai pas vu ton autre commentaire. J'ai essayé de faire ça aussi et mon alpha lectrice me l'a fait retirer. Ton chapitre où t'as changé de point de vue? Il y a un chapitre comme ça où t'as changé? Bah, moi c'était nécessaire à l'intrigue. Après, peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Mais j'avais aussi besoin de montrer des choses sur ce personnage-là et qui pouvaient pas forcément se faire devant d'autres personnages, dont ma protagoniste, voilà, parce que c'est écrit de son point de vue. Euh, Après, il y a peut-être une autre façon de faire, mais j'aime beaucoup ce chapitre. Alors, en bêta lectrice, du coup, j'ai eu Céline. J'ai eu Aude. Alors, attends, je vais chercher les noms. Je vais leur faire une petite pub, tiens. Alors, du coup, j'ai eu Céline, qui est juste là. Comme ça, vous avez son petit pseudo Instagram si vous voulez la suivre. Que j'ai actuellement, du coup, moi, en bêta lecture. Elle m'a envoyé son roman, là, pour le mois d'octobre. On a, du coup, Aude
alias Suldaris sur Instagram. J'aime beaucoup son compte et les publications qu'elle fait d'ailleurs. Et je vous le montrerai, elle a relevé un truc dans mon roman que j'ai pas percuté du tout et qui est hyper pertinent et qu'il va falloir que je fasse gaffe pour la réécriture. Et on a Réa, voilà. Réa, je sais pas son prénom, j'ai toujours appelé Réa, parce que des fois elle est là aussi sur les lives. C'est drôle parce qu'elle fait beaucoup de travail de tirage de cartes pour s'inspirer pour l'écriture, je trouve ça sympa. Céline, qu'est-ce que tu as relevé? Alors je lis les comptes rendus, hein. Faut savoir qu'après j'ai aussi des commentaires directement dans les manuscrits, mais ça je me le garde pour plus tard. Tac, donc petite introduction. Ressenti général. J'ai apprécié cette lecture, j'ai passé un bon moment avec ces personnages de mon enfance. J'ai beaucoup aimé cette malédiction qui fait grandir Peter et les enfants perdus. J'ai dû prendre le temps de lire, tac tac tac, j'essaie de voir. De toute façon, le but c'est pas de lire tout le compte rendu, c'est juste de relever des éléments qui sont intéressants. Pas que le reste n'est pas intéressant, hein, mais c'est juste pour pouvoir rebondir et ça me permet aussi de parler un peu de comment moi après je vais envisager la réécriture derrière et aussi de voir comment on peut faire le tri dans les retours de bêta lecture, quoi. Ça se lit tout seul, ça déjà j'aime bien. Tu arrives à faire des fins de chapitre qui donnent envie de lire la suite. Ça m'a fait rire, je sais pas toi si c'est toi Céline qui me l'a dit, et c'est vrai que moi déjà je l'ai remarqué à la relecture. Il y a 2 ou 3 chapitres où en fait c'est vrai que j'aime bien finir sur une espèce de petit cliffhanger ou une petite fin qui donne envie de lire la suite. J'essaye de travailler ça et je crois à 2 ou 3 reprises quand même mes chapitres se terminent par un cri. Comme ça, hop, petit élément de surprise et il faut lire la suite pour savoir ce qui se passe. Sauf que bon, tu fais le coup une fois, tu fais le coup 2 fois, ok, tu fais le coup 3 fois, change un peu quoi, sois original quoi. Et je crois qu'il y en a une d'entre vous qui me l'a fait remarquer. Mais je m'en étais rendu compte et déjà je l'ai changé, hein. C'est pas un truc que j'ai retravaillé à fond, mais je crois que déjà sur un chapitre j'ai changé de truc. Parce que j'ai vraiment conclu plusieurs chapitres comme ça et j'étais là, t'abuses un peu quoi. Donc t'arrives à faire des fins de chapitre qui donnent envie de lire de suite le suivant, c'est un piège si tu lis ça le soir avant d'aller te coucher. On connaît tout ça, hein. Et je pense que je vais apprécier encore plus quand tu auras travaillé le côté psychologique un peu plus dark de ton récit. Ouais, c'est un truc... De toute façon, le but de cette réécriture aussi, c'est d'explorer des choses un peu plus dark. Enfin, à la base, quand même, Peter Pan, c'est pas... Déjà, je trouve que le Disney, il met en avant quand même certaines choses, mais il y a quand même... C'est Disney, hein, donc il y a un côté beaucoup plus féerique et tout ça. Et moi, j'ai voulu basculer un peu plus dans le dark, sachant qu'on a quand même Peter Pan qui est confronté à sa plus grande peur, qui va un peu vriller et tout ça. Donc il y a ça qu'il faut que je travaille. Mes persos préférés, Capitaine Crochet et Charlotte Smith. Charlotte Smith, je l'aime beaucoup et je trouve que je ne l'ai pas suffisamment développée, qui est la seconde du Capitaine Crochet, on va dire ça comme ça. Et voilà, il se passe un truc à la fin du roman qui fait que si t'as pas suffisamment travaillé le personnage en amont, je pense que tu passes un petit peu au-dessus. Donc, et j'aime beaucoup ce personnage qui est que je veux mettre en fait en contraste par rapport à Crochet, quoi. Crochet qui est un personnage du coup un peu dur, un peu froid, un peu autoritaire. Il y a d'autres choses que j'ai mis dans ce personnage, mais c'est un peu voilà les trois mots-clés pour ce personnage. Et on a une Charlotte Smith qui est beaucoup plus maternante et bienveillante et tout ça. Et je trouve que voilà, pour que ça soit plus... Pour mettre un peu plus en valeur ce qui se passe vers la fin du roman, faudrait que je la développe un peu plus, que je lui laisse un peu plus de place, quoi. Après, c'est vrai qu'on me l'a fait souvent remarquer en bêta lecture. J'ai pas mal de personnages. Il y a beaucoup de personnages. Après, il y a des personnages secondaires, importants. Il y a des personnages beaucoup plus presque tertiaires. Donc, c'est un dosage à trouver sur quelle place tu laisses à chaque personnage, quoi. Passion pour les méchants. Mais j'adore les méchants. Moi, c'est ce que je préfère écrire, les méchants. C'est ce que je préfère lire, regarder et écrire. C'est vraiment pareil, quoi. Passion antagoniste, quoi. Ouais, je te déteste pour ça d'ailleurs. Passion méchante aussi. Je crois qu'on aime beaucoup les... Moi, c'est ce qui fait le sel des histoires, c'est les méchants, quoi, les antagonistes. Après, c'est sympa aussi quand tu as des romans qui sont écrits où tu as ce qu'on appelle les personnages non fiables. Donc, un personnage qui peut... Un personnage principal qui est presque le méchant de l'histoire, en fait.
Il y a toujours d'autres choses sous-jacentes, mais c'est intéressant. Moi, je pense à Yellowface de Rebecca Kwang, où le personnage est détestable. Mais vraiment, quoi. Et t'arrives quand même à avoir un peu d'empathie alors qu'elle fait des choses atroces. Euh, mais j'aime bien, ouais. J'aime bien. Du coup, après toi, ton compte rendu, Céline, t'as fait un point sur les personnages. Donc le personnage de Julia, qui est mon personnage principal. Je me souviens que tu m'avais dit avoir peur que Julia s'épanche un peu trop sur ses états d'âme. Ouais, ça c'est une crainte que j'avais parce que je suis quand même à la première personne. J'aime beaucoup les plumes introspectives, j'écris facilement comme ça. Sachant que c'est un personnage, je crois y en a qui me l'ont dit dépressif. Je pense pas qu'elle est dépressive, mais c'est quelqu'un de très pessimiste, qui a une très faible estime d'elle-même, qui se rejette elle-même, qui a beaucoup de blessures dans son passé. Et d'écrire à la première personne, t'es beaucoup dans sa tête, et j'avais peur qu'on s'épanche un peu trop sur, voilà, sur les états d'âme, sur les phases un peu plus introspectives. Je voulais pas non plus que ça saoule le lecteur. Donc j'ai essayé de trouver un dosage, et c'était une crainte que j'avais. Et toi, tu me dis, je trouve qu'au contraire, pour ma part, c'est bien dosé. J'ai pas vraiment ressenti de lourdeur à ce sujet, donc ça me rassure. Ouais, parce que bon, c'est pas un spoil parce qu'en fait, si tu veux, le personnage de Julia, c'est une conteuse pour enfants dans la vie. C'est quelqu'un qui, du coup, qui aime raconter des histoires, qui aime beaucoup les histoires et qui veut préserver un peu l'innocence des enfants, les faire rêver, etc. Et à Neverland, elle va découvrir qu'elle a un pouvoir qui est le pouvoir des mots. Et je sais que c'est un truc aussi, c'est pareil, je l'ai un peu survolé, je l'ai pas bien travaillé. Et en fait, je veux pas que ça devienne dans l'histoire, tu sais, un pouvoir où ça devient un peu l'élu qui va sauver tout le monde. Le pouvoir, c'est un peu un prétexte pour qu'elle apprenne à se faire confiance et à croire un petit peu en elle et en ses capacités et à avoir un impact sur le monde. C'est quelqu'un qui considère qu'elle n'a pas d'importance, qu'elle existe pour personne. Donc le pouvoir, c'est juste parce que, bon, il y a des facilités de scénario et ça m'arrange à certains moments, mais je veux pas que ça devienne un prétexte pour que ça soit elle qui devienne l'élu et qui vienne sauver tout le monde. Donc c'est vrai que quand tu me dis, je trouve que son pouvoir des mots, alors c'est là que tu me dis, tu vois, par contre, je trouve que son pouvoir des mots est présent. Je me demande si t'as pas est peu présent ou un truc comme ça. Alors non, ou alors c'est en contraste avec ta phrase. Par contre, je trouve que son pouvoir des mots est présent, mais s'il n'était pas là, ça changerait pas grand-chose à l'histoire. Voilà, donc oui, je suis d'accord avec ça. Après, je pense qu'il faut que je trouve le bon dosage pour que ça soit pas juste une déco pour l'histoire et que ça reste cohérent avec pourquoi moi je l'ai mis en place, quoi. Elle l'accepte assez rapidement. Ah, tu trouves qu'elle l'accepte assez rapidement sans quasiment se poser une seule question? Ou alors faudrait peut-être que je mette un peu plus de résistance parce que... alors après, ça fait un moment que j'ai pas relu mon roman. Mais moi, le but, c'est qu'au début, elle soit un peu en mode, justement, parce que c'est quelqu'un qui baigne beaucoup dans les histoires pour enfants et pour les contes. Elle est un peu en mode... ouais, enfin, justement, c'est pas moi la sauveuse. Arrêtez, venez pas me prendre pour la sauveuse, hein. Ce pouvoir, je sais même pas d'où il sort, pourquoi et comment m'en servir. Donc c'était voulu, après je l'ai peut-être mal dosé, quoi. Ouais, elle l'accepte sans trop te poser de questions, ou alors un truc du genre avec tout ce que j'ai vécu à présent, pourquoi pas après tout. Ouais, je pense qu'il faut que je trouve un bon dosage pour amener les choses, quoi. Elle réussit sans aucun effort dès sa première tentative avec Lily, puis elle rate, puis elle réussit. C'est volontaire, hein. C'est volontaire. C'est justement, c'est le but, c'est qu'elle apprenne à se faire confiance avec ça. Et Lily lui dit, la base de la magie, c'est la foi. Donc si tu crois pas en toi, si tu crois pas au truc, t'y arriveras jamais. En fait, tu maîtriseras pas ce pouvoir. Mais quand elle y croit fort, tu vois, en fait, moi, le but, c'est que, tu sais, le moment de bascule où elle est chez elle, elle est en crise existentielle, et après, elle est projetée à Neverland, elle prononce quelque chose. Elle prononce des phrases, et là, en fait, elle y croit tellement fort parce qu'elle a juste envie que tout s'arrête, que sa souffrance s'arrête, que là, son pouvoir des mots fonctionne. Et donc dans certaines circonstances, en fait, si elle y croit fort, elle y arrive. Sauf que c'est quelqu'un qui doute beaucoup d'elle-même, donc forcément, il y a des moments où elle va y arriver, elle rate, voilà. Mais sans plus de... Ah oui, c'est ça. Puis elle rate, mais sans plus de cérémonie. Après, il faudrait peut-être que je mette plus de questionnement par rapport à ça, quoi. Ouais, alors ça, c'est un truc qu'on m'a reproché aussi. Il y a une autre bêta lectrice qui me l'a dit.
D'ailleurs, j'ai relu aussi le chapitre 1, tu dépeins Julia comme la fille qui attend. On ressent cet effet tout au long du roman, comme si elle attendait un peu que les choses se passent par moments. J'ai une personne aussi qui m'a dit, je la trouve un peu passive, elle est pas proactive, elle se fait un peu trimballer par l'histoire. Et en fait, quand je dis ça, je dis oui, c'est normal. Parce que c'est mon personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est sa caractéristique principale, c'est que c'est la blessure du rejet. Moi, c'est ce que j'ai voulu travailler après, à travers ce personnage. J'ai quelqu'un qui porte la blessure du rejet. Pour se protéger, va porter ce qu'on appelle le masque du fuyant. Et le masque du fuyant, c'est quelqu'un du coup qui va pas se mettre en avant, qui veut pas être le centre d'attention, qui par peur en fait d'être rejetée, elle va un peu rejeter les autres et se rejeter elle-même. Et du coup, c'est quelqu'un qui va pas prendre sa place. Et typiquement dans un groupe, ça va pas être le leader, ça va être une suiveuse. Donc c'est normal et en même temps, je comprends les remarques qu'on fait à ce niveau-là parce que c'est que je l'ai pas suffisamment, je pense que je l'ai pas suffisamment mis en avant cet aspect-là de Julia pour qu'on le comprenne et que ça soit logique. Après oui, le but c'est aussi qu'elle évolue et qu'elle finisse par prendre des décisions et c'est ce qu'elle fait dans le roman. Après peut-être pas suffisamment. Voilà, c'est pareil, je pense que c'est cette question de dosage. Yes, on voit cette évolution. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je sais qu'à ce niveau-là, déjà Julia, je l'ai retravaillée là, il y a quelques semaines un petit peu, et je l'ai mieux redéfinie dans ma tête. Donc je sais déjà un peu plus où je veux aller en termes de réécriture, quoi. Personnage de Peter. Peter. Je vois la personne que tu as voulu lui donner. D'ailleurs, on la voit quand même aussi dans l'adaptation de Walt Disney, ouais, clairement. C'est un personnage narcissique qui aime commander les autres, qui aime être le centre de l'attention, il humilie sans cesse, voilà. Le voir changer d'humeur aussi vite selon si la situation lui plaît ou non colle très bien à la peau du personnage, j'aurais peut-être accentué sa part sombre à partir du moment où il chasse Julia. Alors ouais, en fait, le souci, tu vois, c'est que on le voit plus Peter à ce moment-là, tu vois. Je pense que par contre, il y a des choses intéressantes en termes de ce qu'on peut dire sur lui, tu vois, par exemple, à travers le personnage de Lily ou des pirates ou des choses comme ça. Il y a peut-être des choses, je pense que j'ai peut-être mal amené l'ambiguïté du personnage au début, parce que je veux que Julia se pose des questions un peu, parce qu'elle rencontre un peu le Peter de son histoire, enfin de l'histoire qu'elle connaît, de l'histoire de son enfance. Et déjà dès le début, tu vois, j'ai mis quand même des petits détails comme quoi, ah, il est peut-être pas aussi parfait que ce que j'ai dans ma tête. Pour elle, c'est presque son héros d'enfance, quoi. Il y a des choses comme ça qui la font douter, et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une transition qui se fait dans l'histoire, où en fait il y a un petit clash, Julia s'en va, elle vit son aventure un peu de son côté, et Peter revient plus vers la fin. Du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être un décalage entre ce qu'on a vu de Peter avant et ce qu'on voit après qui est un peu plus dark. Le mec a vrillé, quoi. Euh, et peut-être que ouais, il y a un petit décalage et il faudrait que je l'amène, je l'amène mieux en fait, que je fasse un petit crescendo. Oui, ça, c'est des histoires à parsemer par-ci par-là avec les points de vue des autres. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a Aude qui m'a fait une remarque à ce niveau-là. Faudrait que je vous en parle parce que je l'ai pas vu. Clairement, je l'ai pas vu et il va falloir que je change ça. Bon, après, je suis très ambiance dark alors. En même temps, je le vends un peu comme ça, hein. C'est vrai que là, le peu d'images que j'ai partagées sur Insta, je mets plus en avant le côté dark. Donc après, il faut que je tienne la promesse derrière. Ou alors, ça veut dire qu'il faut que je communique autrement autour du roman, quoi. Mais voilà. Tac, Clochette, petite Clochette. Alors Clochette, on la voit pas tant que ça en fait dans le roman. Je pourrais lui donner. Après, voilà, moi c'était le côté un peu petite fée bienveillante qui est là, qui amène des révélations sur la fin du roman. Qui a quand même son petit rôle à jouer, mais elle n'est pas hyper présente en fait. Donc je sais pas s'il faudrait peut-être que je vois ce que je peux faire. Après, il y a beaucoup de personnages, donc c'est pareil, c'est un dosage à trouver quand même. Elle apparaît aussi vite qu'elle disparaît dans les scènes où tu la fais interagir, que ce soit Peter qui... Ah, spoiler mais tellement bien pensé pour noircir. Ouais, ok. Mais oui, donc c'est vrai que le rôle à la fin est intéressant. Puis il y a une petite révélation qu'on comprend par rapport à un élément clé de l'histoire aussi. C'est elle qui l'amène.
Donc voilà, mais après je pourrais peut-être la rendre un peu plus présente sur l'histoire. Il y a des moments où en fait elle est là, mais sans que je parle d'elle. Lily, j'aime beaucoup Lily. J'aime bien le personnage de Lily, cependant je la trouve malgré tout un peu effacée. Ouais, en fait déjà elle a pris une direction que j'avais pas trop prévue dans l'histoire. Je voulais de toute façon qu'elle ait un rôle un peu de mentor auprès de Julia. Lily, Léa, si t'es toujours là, c'est donc Lily la tigresse dans l'histoire de Peter Pan de base. Mais déjà, en fait, j'ai pas voulu utiliser les peaux rouges qu'il y a dans Peter Pan parce que bah, c'est un peu problématique de le faire comme ça. Et j'ai pas voulu me cantonner les peaux rouges qui sont les peuples indiens d'Amérique. J'ai voulu élargir ça pour pas non plus être trop stigmatisant. Et j'ai plutôt créé différents peuples nomades. Ça m'a permis aussi de rajouter d'autres choses à l'histoire. Et donc Lily fait partie des peuples nomades des plaines. T'as le peuple nomade de la forêt, du désert, de l'eau, etc. Qui ont des rôles différents. Et d'ailleurs, j'aimerais bien rajouter ça dans l'histoire, développer un peu plus presque de mythologie autour de ces peuples-là, que j'ai pas fait. Et donc Lily fait partie des peuples nomades des plaines. Et Julia la rencontre à peu près vers la moitié du roman, quelque chose comme ça. En fait, il y a vraiment un moment de bascule où quand elle arrive à Neverland, elle est avec Peter et les enfants perdus. Il y a un truc qui fait qu'elle s'en va et du coup après elle rencontre Lily. Et Lily a plus un rôle presque de mentor auprès d'elle. Sauf qu'elle a pris une personnalité un peu, comment dire, franche et bienveillante. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui m'est venue toute seule pour Lily quand Julia est encore dans un état émotionnel de ah, personne ne m'aime. Lily lui dit un truc du genre, je sais plus ce que c'est la phrase. C'est pas parce que t'es pas le centre du monde que tu ne comptes pas, ou un truc comme ça. Donc tu vois, c'est assez représentatif du personnage et c'est venu malgré moi. Et j'aime beaucoup son personnage, mais du coup, je pense que je lui ai pas donné autant d'importance que je voudrais. Par contre, la relation qui se crée avec Julia, j'aime beaucoup. Ce qui se joue un peu entre les deux, quoi. J'ai pas toutes les rêves de Peter Pan, j'avoue. Comment ça, tu connais pas Peter Pan? Comment ça? Les persos qui font ce qu'ils veulent, je connais, ouais. C'est une question qu'on m'avait posée là pour le podcast des plumes bavardes avec Émilie, qui sortira peut-être plus en octobre, je crois. Elle me disait, est-ce que toi, t'as connu ce truc des personnages qui font un peu ce qu'ils veulent? Et moi, c'est pas tant dans les actions ou les décisions, c'est plus des fois dans la personnalité qu'ils prennent un peu plus, enfin une personnalité peut-être différente, où ils prennent, ouais, c'est ça. C'est plus en termes de personnalité, peut-être moins en termes de décision. Je l'ai pas trop connu ça. Mais des fois, ouais, j'ai prévu un personnage qui est comme ça, comme ça, comme ça, et finalement, quand je l'écris, bah, il se révèle être différent, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Crochet. Céline, est-ce qu'on spoil ou pas? Je vais te demander ton avis. Est-ce qu'on spoil le petit twist que j'ai mis au personnage de Crochet ou j'essaie de feinter? Parce que j'aimerais bien laisser la surprise à la lecture du roman, tu vois, de ce que j'ai prévu pour ce personnage. Donc je peux peut-être pas trop lire ou alors faut que je filoute un peu. Bon, tu dis que c'est mon personnage préféré du roman, j'adore, mais moi aussi j'adore Crochet, j'adore ses réactions avec les autres et tout. J'ai adoré écrire ce personnage. J'ai beaucoup aimé son histoire et tu me dis, je sais pas si c'est toi qui as voulu créer l'histoire ou si c'est déjà la véritable histoire du Capitaine Crochet. Il y a eu des théories en fait, bon ça, je me fiche un peu de... Attention, le commentaire sur Charlotte, oui. Bah, c'est pour ça que j'ai pas voulu partager l'écran parce que il y a des choses que j'ai pas forcément envie de tout partager. Non, feinte, ouais, c'est ça. C'est important pour moi de l'avoir créé comme ça ce personnage, mais du coup ouais, je préfère garder la surprise. Et oui, du coup il y a une petite histoire de background qui dit que Crochet a été un enfant perdu à la base avec Peter Pan et que en grandissant, Peter a fait du grand Peter Pan. En fait, ce Peter se débarrasse de tous les enfants qui grandissent de diverses façons. Voilà. Et ça, c'est des théories qu'il y a sur l'histoire de Peter Pan. Ça a pas été écrit. Et du coup, j'ai réutilisé ça. Par contre, oui, moi, j'ai rajouté l'histoire de... Bah, en fait, on est sur un bateau qui s'appelle le Jolly Roger. Jolly Roger.
Et je voulais créer une espèce de conflit qu'il y a eu dans le passé entre Crochet et Peter. Et j'y ai rajouté le personnage de Roger. Donc pour moi, en fait, Crochet et Roger sont les deux premiers enfants perdus que Peter a ramené avec lui. Voilà, c'était les trois meilleurs amis du monde. Et Roger a grandi un peu trop vite. Peter s'en est débarrassé et ça a créé un conflit entre Crochet et Peter qui est à l'origine du coup de la relation ennemie qu'il y a eu ensuite par la suite entre Peter et Crochet. Voilà. Euh, et donc ouais, c'est un truc que j'ai voulu rajouter dans l'histoire. Mais voilà, parce que je voulais pas pareil, avoir un Capitaine Crochet qui soit trop caricatural, un peu comme dans le Disney. Donc j'ai voulu rajouter un peu plus de profondeur à ce personnage. Ensuite, tu m'as mis Charlotte Smith, deuxième perso préféré, mais on va peut-être pas trop en dire. Tac, tac, tac. Car je la trouve trop effacée, c'est dommage. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Clairement d'accord avec toi. Tac, tac, tac. Ça reste quand même la seconde de Crochet, mais aussi un personnage bien présent dans les Peter Pan. Ouais. Mais que j'ai pas voulu aussi utiliser le personnage caricatural de Monsieur Mouche dans le Peter Pan original, quoi. Donc on va s'arrêter là. Alors les enfants perdus, forcément, je suis 100% d'accord pour eux, parce qu'il y a plein de personnages d'enfants perdus qui sont des alliés de Peter, il y en a qui sont pas des alliés, qui sont plus avec les pirates. Il y a John et Michael, donc qui sont dans l'histoire de base. Et d'ailleurs, il y en a un qui est plus côté Peter, il y en a un qui est plus côté pirate. Et voilà, j'ai pour créer un peu une petite histoire entre eux. Et par contre, oui, je suis d'accord avec toi. Pour reprendre ton expression, je trouve que les enfants perdus font un peu plante verte. Il y en a plein qui n'ont pas spécialement de personnalité. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faut que je retravaille à fond. Je commence à avoir des idées à droite à gauche qu'il faut que je développe. Surtout Owen et John. Arya m'a plus l'air d'un personnage plus que secondaire, donc je la compte pas vraiment dans le... Alors après, oui, il y a des personnages, c'est vrai que par exemple, sur ceux qui sont présents avec Crochet, j'en cite que un ou deux, alors qu'il y en a d'autres. Et il y en a, je crois que le personnage est cité une fois, et après, je crois que on la voit plus. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut... Ça, clairement, ça fait partie du travail qu'il faut que je fasse en réécriture, quoi. Les pirates, ce sont des personnages un peu secondaires, c'est pareil, même si j'ai mis un peu de personnalité, mais je me suis inspirée du roman, pas forcément pour tout, mais je me suis aussi inspirée du roman de base, quoi. Donc pas forcément besoin de trop s'étendre sur l'histoire, mais vu que Julia passe ce qui semble être des jours ou des semaines à leur côté, alors ouais, j'ai voulu faire une ellipse temporelle d'ailleurs à ce moment-là, où après je raconte un peu ce qui s'est passé, mais je pense que je pourrais en faire plus, surtout que moi j'adore le côté un peu piraterie et tout ça. Et c'est un truc que j'ai pas approfondi. Univers ambiance, on retrouve bien les codes de l'histoire de Peter Pan. J'ai apprécié avec cette lecture de retrouver Pays Imaginaire. Et ça pareil, je trouve que ça manque de description à ce niveau-là. J'aimerais bien en rajouter davantage, même si j'ai des éléments par-ci par-là, tu vois. J'aimerais bien développer ça. Pays Imaginaire qui ne s'avère finalement pas si joyeux que ça. Justement, que je trouve que cette adaptation est très intéressante. Le côté sombre de Peter n'est presque pas étonnant quand on regarde vraiment. Oui, ça c'est clair. Ça coule de source, qu'il soit mauvais. Moi aussi. Et je voulais vraiment écrire un Peter Pan qui soit vraiment à sa juste place de méchant. En plus, j'ai le livre de Christine Henry qu'il faut que je lise, là, Lost Boy. Qui dit, je crois, et si le capitaine Crochet n'était pas le vrai méchant de l'histoire. Donc rien que moi, cette phrase, moi, j'achète. Je vois l'ambiance sombre, psychologique que tu as instaurée, tu l'as d'ailleurs spécifié toi-même, c'est à retravailler. Ouais, clairement. Car pour le moment, je ressens un manque de ce côté-là à la lecture, mais je suis 100% d'accord. On voit l'effet merveilleux du pays imaginaire en apparence au début, ce qui est une bonne chose, puisque Julia est propulsée dans son conte préféré. D'ailleurs, pour trancher avec cette fausse image, tu le montres bien avec la visite de la lagune aux sirènes. J'adore ce passage. Il y a le conte de fées et la dure réalité. Ah oui, bah tu vois, on en parle. J'aurais aussi davantage accentué le séjour de Julia au pays de nulle part. En fait, je savais pas si je voulais en faire qu'un chapitre ou plus, mais je savais pas trop quoi rajouter, sachant qu'en fait, c'est vraiment
En fait, j'avais besoin de toute façon de montrer le pays nulle part pour la finalité du roman et des enjeux qu'il peut y avoir par rapport aussi à d'autres personnages et tout ça. Mais je voulais pas qu'on y passe 50 ans non plus. Je voulais que ça soit une phase pour Julia qui porte la blessure du rejet et qui a tendance à fuir facilement. Elle fuit aussi un peu la réalité. Plutôt que d'affronter ses douleurs, ses problèmes, etc. Elle préfère fuir. Donc la solution de partir au pays de nulle part où en fait tu n'existes plus vraiment, tu es sur un autre plan et voilà, tu n'es plus un problème pour personne. Et en fait, je sais pas si je le dis. Oh, j'aimerais bien laisser un peu quand même la surprise par rapport au pays de nulle part. C'est vraiment, c'est un peu comme si le pays imaginaire, on a un peu la phase A et la phase B. C'est un peu le monde de l'envers dans, je sais plus si ça s'appelle comme ça dans Stranger Things. Où en fait, déjà le monde est en noir et blanc, c'est sombre, il y a des créatures, il y a des monstres et des choses comme ça. Et les personnes qui sont enfermées au pays de nulle part se retrouvent un peu poursuivies par leur propre peur, on va dire ça comme ça. Et si elles se font rattraper par leur propre peur, elles deviennent un peu ce qu'on appelle des rugisseurs. Des rugisseurs qui sont... c'est un peu des personnages figés dans leur propre peur et qui sont un peu plus que l'ombre d'eux-mêmes, en fait. Voilà. C'est pas comme si... T'es pas mort, mais c'est comme si t'étais mort, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée. Ouais, ça manque un peu le côté pirate, mais grave. Justement, c'est un point de vue intéressant que j'aurais peut-être rajouté un chapitre de plus. Ouais, il faut que je creuse un peu, que je vois ce que je peux faire, ce que je peux rajouter. Intéressant de la laisser se... en fait, voilà, c'est ça que tu me dis. Ça pourrait être intéressant de la laisser se faire toucher donc par le monstre qui la poursuit, sauf que si elle se fait toucher, ou alors je l'ai pas mis suffisamment en avant, parce que c'est instinctif, il y a personne qui lui a dit si tu te fais toucher, tu deviens un rugisseur. Mais il y a une espèce d'instinct de survie qui lui fait dire faut pas que je me fasse toucher, justement par ça. Donc j'évite, parce que mon but c'est pas qu'elle devienne un rugisseur, sinon c'est fin de l'histoire quoi. Mais ou juste approcher par cette chose qui déclencherait en elle. Ouais, je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait que je creuse. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. La tension s'accélère de plus en plus sur la dernière partie du roman et on a envie d'enchaîner les pages. Ouais, j'adore le rythme que prend la fin du roman. Je l'ai relu quand je suis passée par une phase de réécriture. Et les derniers chapitres, j'aime beaucoup ce que j'ai fait quand même sur les derniers chapitres. À part le dernier, que j'ai retravaillé, parce qu'à la base, il me plaisait pas du tout. Mais le dernier chapitre avant l'épilogue, à la base, j'aimais pas. Et maintenant que je l'ai retravaillé, il me satisfait un peu mieux, on va dire. Et pour accentuer l'effet dramatique de la malédiction, j'aurais également fait se déchaîner. Alors ouais, il y a une histoire de météo aussi qui change en fonction de notre humeur. C'est sympa. Je trouve qu'après, ça peut être assez handicapant des fois pour le scénario. Et je me demande si je vais vraiment l'amener comme ça. Que la météo parte en sucette, ouais. Mais je trouve que des fois c'est un peu handicapant pour l'histoire. Donc je vais voir ce que je vais faire de ça. Parce que depuis qu'il y a la malédiction, en fait, la météo est capricieuse. Il y a des bouts de terre en fait qui s'effondrent dans le néant. Et au niveau de la météo, techniquement, si t'es en colère, il y a un orage. Si t'es triste, il se met à pleuvoir, des choses comme ça. Le problème, c'est que si tu balances un truc comme ça dans ton roman, faut que ça reste cohérent tout du long. Ce qui n'est pas forcément le cas pour moi, pas tout le temps. Et j'ai pas envie qu'il pleuve tout le temps, quoi. Julia, elle est un peu triste tout le temps. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire de ça, je vais peut-être l'amener autrement. Les messages, j'aime l'idée de faire passer des messages. Ah oui, il y a des trucs qui sont intéressants. Faire passer des messages dans le roman, c'est top. Le fait qu'il y ait des personnages. Tac, 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 tac. Qu'il y ait des personnages féminins. Ok. Et qui soit, d'après ton roman, invisibilisé par les récits racontés, ouais, ça, oui. De toute façon, je me rends compte que j'écris très facilement des personnages féminins. Ça me vient naturellement. Voilà. Donc je l'ai laissé tel quel parce que je trouve que c'est aussi intéressant. Et que ça aborde justement des sujets comme les femmes qui sont invisibilisées des fois dans les récits dans notre monde à nous. L'idée de l'acceptation de son... Ah ouais, bon, ça c'est vraiment tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, je le sais. J'ai abordé l'idée une fois et on n'en reparle pas. L'idée de l'acceptation de son propre corps aussi, par Maya, est intéressante, mais posée un peu comme ça. Je confirme.
Je trouvais ça intéressant justement pour donner un peu une caractérisation au personnage, sachant qu'en fait, je voulais surtout justifier. Il y a des personnages qui restent auprès de Peter, même si ils savent qu'il fait des choses un peu louches. J'avais envie de le justifier pourquoi il reste auprès de lui alors que bah, il est pas très net sur certains points. Et donc il faut que pour certains personnages qui restent, enfin que les personnages qui restent auprès de lui, qui lui sont encore fidèles alors qu'il y en a qui l'ont quitté, il faut qu'ils aient une raison suffisante de rester. Donc voilà, il faut que je creuse plus le côté. Le roman s'appelle quand même Il est temps de grandir, donc Peter Pan a peur de grandir pour certaines raisons, et en fait pour les autres enfants perdus, je voulais aussi que ça les confronte à cette peur-là, mais pour différentes raisons, voilà. Donc voilà, il y a des trucs un peu à développer à ce niveau-là. Maya, c'est peut-être pas hyper pertinent, même si bon, le sujet de l'acceptation du corps est intéressant. Mais voilà. De toute façon, personnage secondaire, clairement, ça va être un gros point de ma réécriture. Oui, j'ai un truc qui est tombé. L'image trouble dans le miroir qui reflète ce que l'on pense de soi-même. Ça, c'est un petit clin d'œil à la passe miroir. Est aussi très bien imagé le fait que Julia ne soit pas totalement à la fin du roman. Attends. Et le fait que Julia ne se voit pas totalement à la fin du roman est très bien. Oui, de toute façon, le personnage de Julia, je veux pas qu'elle ait réglé tous ses problèmes à la fin de l'histoire. Je veux que ça soit un personnage en évolution, qui commence un petit peu à réfléchir et à se dire oui, j'ai une importance, oui, je peux compter pour les gens, oui, je suis pas le vilain petit canard, enfin non, je ne suis pas le vilain petit canard. Mais je veux pas qu'à la fin ça soit ça y est, j'ai confiance en moi, je vais tout déchirer et tout ça. Je veux qu'elle fasse un pas vers elle, et c'est ce qui se passe à la fin vraiment du dernier chapitre. C'est vraiment, je sais plus comment je l'ai amené, mais c'est en gros, je me tends pour la première fois la main, quoi. Donc oui, c'est voulu, quoi. Le fait que Julien ne soit pas totalement à la fin... Attends. Ne se voit pas totalement à la fin du roman est très bien. Voilà, c'est que en fait, il y a toujours un parallèle entre le reflet de Julia dans le miroir qui au début est complètement flou parce que bah c'est pas très bien qui elle s'accepte pas elle-même, elle se rejette elle-même, et au fur et à mesure, il y a d'autres moments où elle voit son reflet et le reflet se précise un peu. Mais c'est pas 100% ça non plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore du chemin et c'est le but, quoi. Donc toi, le premier chapitre, il t'a laissé un peu mitigé. Si je devais me fier juste à ce chapitre pour savoir si je vais lire la suite, je ne suis pas sûre. Mais je pense qu'il me manque placer les pions, de mieux placer les pions au début de mon histoire sur les 3 premiers chapitres. Tu sèmes des indices dans ce chapitre sur la suite à venir. On comprend quel est son conte préféré, tac tac tac. Quelle est que la protagoniste, même si elle est déjà adulte et a déjà plus de 30 ans, ne veut pas grandir. L'effet ressenti d'être le vilain petit canard en étant la dernière de ses amies à ne pas être casée, ne pas avoir d'enfant est très vrai dans la réalité. De toute façon, j'ai voulu aborder... De toute façon, moi, ce qui est important aussi, c'est d'aborder le thème de l'enfance, du rapport à l'enfant, mais aussi du rapport à la maternité et tout ça. Qui sont des sujets qui sont importants pour moi. Et j'ai voulu mettre aussi en avant certaines choses, justement, à ce niveau-là. Ouais, alors ça, t'as raison. C'est vrai qu'au début, là, pourquoi elle attend Carrie? En fait, elle a pas besoin d'elle. Mais je l'ai pas assez précisé, c'est qu'elle a du matériel que Julia n'a pas, et en fait, vu qu'elles bossent toutes les deux en binôme, mais ça, en fait, je crois que je l'ai même pas précisé qu'elles bossent toutes les deux. Donc c'est vrai que Carrie arrive là un peu, on sait pas pourquoi elle est là, parce que c'est juste sa meilleure amie. Mais t'as raison. Mais c'est un peu l'ami qui est posé là pour mettre en avant certaines choses, et ça tombe des fois un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est un truc que je relève souvent en bêta lecture. Des fois, il y a des meilleurs amis qui sont créés juste pour pouvoir mettre en valeur certains trucs dans le personnage principal. Et faut que ça soit subtil, quoi, parce que sinon, t'as l'impression que le personnage, il est créé juste pour servir ton histoire, enfin, servir en tout cas, mettre en valeur ton personnage principal. Très souvent, moi je le vois en bêta lecture, c'est un peu, surtout dans les romances, tu sais, t'as le personnage principal et t'as toujours le ou la meilleure amie qui essaye de lui tirer les vers du nez pour lui faire dire, lui faire avouer des sentiments ou des choses comme ça par rapport à l'histoire. Et c'est du vu et de revu, et c'est un peu facile. Donc ça, c'est un truc auquel il faut que je fasse attention. Oui, mais quel matos? Bah moi non plus, je ne sais pas. Bref, mais oui, non, c'est clairement posé comme un cheveu sur la soupe, quoi. Je dirais qu'en ressenti, ce chapitre 1 traîne un peu en longueur. Ok. Faudrait que je le relise de toute façon. Je l'aurais peut-être raccourci et catalogué. Alors ça, tu vois, je suis
pas forcément d'accord. Je l'aurais peut-être raccourci et catalogué plutôt en prologue. Moi, la notion de prologue, c'est normalement une scène hors contexte qui est en début de roman, qui n'est pas dans la continuité de l'histoire. C'est-à-dire que si tu racontes un truc et qu'ensuite, dans ton prologue, et que ensuite dans ton chapitre 1, c'est la continuité de ton prologue, pour moi, c'est pas un prologue, c'est un chapitre 1. Donc, faut que je vois, faut que je relise. De toute façon, là, j'ai plus trop, je sais à peu près ce que j'ai mis dans mon premier chapitre. Faut que je vois où est-ce que ça peut traîner en longueur. Mais de toute façon, il faut que je pense quand même que dans mon début de roman, je sois un peu plus efficace. C'est-à-dire que début de roman, tu poses ton personnage, tu poses ses principaux traits de caractère, ses ambivalences, peut-être, ses contradictions, ses désirs, ses besoins, et à un moment donné, il faut que tu poses des enjeux qui peuvent arriver des fois plus tard. Mais il faut que tu poses au moins des besoins, des désirs. Enfin non, il y a une différence entre désir et besoin. Souvent, au début de ton histoire, ton personnage veut quelque chose, ou recherche quelque chose, ou a besoin... Enfin, oui, recherche quelque chose, qui peut être des fois contrecarré par l'élément déclencheur ou d'autres choses dans l'histoire. Et très souvent, en fait, ce que ton personnage veut au début est bien différent de ce dont il va avoir besoin pour évoluer. Et c'est l'histoire qui va lui montrer ça. Moi, au début de l'histoire, on a une Julia quand même qui attend et qui attend principalement après quelqu'un, après un certain jeune homme qui n'a jamais vraiment voulu d'elle. Elle a passé 10 ans de sa vie à attendre après lui, et l'élément déclencheur, c'est que finalement, un soir de Noël où elle repense justement à des moments de Noël qu'elle a passé avec ce monsieur, le soir de Noël, elle apprend que ce monsieur va se marier. Et donc c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, et elle prend conscience que ça y est, c'est foutu, et qu'elle s'est bercée d'illusions par rapport à ce mec, parce qu'elle passe 10 ans de sa vie à l'attendre. Le mec, clairement, c'est un mec qui ne veut pas d'elle. On le sent, enfin je pense qu'on le sent quand même à travers l'histoire, mais elle se raccroche à ça en disant si, en fait, enfin on est fait pour être ensemble, c'est juste que peut-être qu'il est pas prêt, il faut que je laisse du temps, enfin voilà. Donc il faut que je l'ai posé. Après, il faut peut-être que je sois un peu plus efficace dans l'écriture du début de roman, quoi. La fin, j'aime le fait qu'à la fin du roman, Peter soit envoyé ça pourrait être intéressant d'accentuer l'effet dramatique. Ça, c'est... Ouais, je pense que j'ai peut-être un petit peu trop expédié ce qui se passe à ce niveau-là dans ce chapitre. Je vois que tu as voulu faire... Ah oui, alors, le fameux épilogue. Justement, je l'ai écrit parce que c'est important pour moi de l'écrire, mais je savais pas s'il était pertinent. S'il était vraiment pertinent pour la conclusion de l'histoire. C'est pour ça que je l'ai écrit, je l'ai mis. Et justement, je voulais voir comment c'était reçu par les gens qui me liraient, par les bêta-lecteurs. L'épilogue, alors j'ai pas de prologue, mais j'ai un épilogue où en fait mon roman se termine au chapitre 28, je crois. Et il y a une conclusion qui est très bien, qui me satisfait très bien, mais j'ai rajouté un épilogue où en fait, après ça, Julia est rentrée chez elle du pays imaginaire, et écrit une lettre à ce fameux Liam, qui est le mec qu'elle a attendu pendant 10 ans, où en fait, elle lui dit que ça y est, j'ai arrêté de t'attendre. Et en fait, je voulais faire une espèce de boucle, parce qu'au début de roman, la première phrase c'est je suis la fille qui attend, et à la fin, je voulais le conclure par j'ai arrêté de t'attendre, ou quelque chose comme ça. Donc je voulais faire une espèce de boucle. Justement dans la lettre, c'est un peu, elle le fait plus pour elle-même que pour dire des choses à Liam, un peu pour faire la paix et se pardonner à elle-même, et voilà. J'ai trouvé ça intéressant, mais je me doutais que c'était peut-être pas pertinent. Donc c'est intéressant justement d'avoir des retours à ce niveau-là. Hop, je vois ce que tu as voulu faire avec l'épilogue. Elle se libère de l'attente qu'elle a envers cet homme qui semble surtout s'être servi d'elle quand il était seul, j'ai l'impression. C'était exactement ça. En fin de compte, elle a mis sa vie entre parenthèses pendant 10 ans, tac 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 tac. Mais j'avoue avoir été plus marquée par la dernière phrase du chapitre 28, comme quoi voilà, c'était ça, que j'ai trouvé très belle. Ouais, je l'aime beaucoup cette phrase. Personnellement... Le roman se serait terminé là, ça m'aurait pas posé de problème. Mais ouais, de toute façon, je suis d'accord. C'est un test, je suis pas sûre que je garderai l'épilogue, voilà. Mais parce que oui, clairement, la fin du dernier chapitre est satisfaisante pour moi.
Je crois qu'on a fait le tour sur ton retour à toi, Céline. Tac, Aude. Alors, les points forts du roman. On va se saucer un petit peu. Euh, Au début, on est rapidement transporté dans l'univers des contes. Donc, avant que Julia soit propulsée au pays imaginaire, il y a vraiment le champ lexical qui gravite autour, ça c'est volontaire. Tout ce qui tourne autour de Julia, sa passion pour les contes, jusqu'à son passé qui en était déjà imprégné. J'ai beaucoup aimé parce que ça nous met dedans tout de suite. Et tu vois, c'est intéressant parce que elle, le début, elle me fait. Je crois pas qu'elle me fait relever des longueurs au début. Donc c'est intéressant de voir justement les différents points de vue et des fois c'est pas genre qui a tort, qui a raison, des fois c'est aussi une question de ressenti. Et, moi ça va me permettre de relire mon début de roman et de me dire attention, il y a quand même des gens qui t'ont dit ça traîne en longueur à certains moments, donc est-ce que je peux modifier ou changer des choses? Voilà. Et de toute façon en bêta lecture c'est ça, c'est apprendre à faire le tri aussi par rapport aux remarques qu'on peut nous faire et voir vous ce qui est pertinent ou pas à garder. Moi j'essaie le plus possible de le faire quand je fais des retours ou des commentaires en bêta lecture, c'est de dire c'est mon ressenti, moi je le ressens comme ça, ou alors je pose la question est-ce que c'est volontaire de faire ça, est-ce que c'est volontaire de faire comme ça, parce que moi du coup ça me donne l'impression que ça, communication non violente. Et oui, non, il faut prendre du recul par rapport au retour qu'on nous fait, surtout quand c'est contradictoire. Il y en a pas un qui a plus raison que l'autre, c'est après à nous de trancher aussi en tant qu'auteur, quoi. J'aime beaucoup le fait que Julia ne souhaite pas avoir d'enfants, mais qu'elle les adore. Ça, c'était impossible pour moi de faire autrement. Surtout dans un roman qui aborde ces thèmes-là, de l'enfance, du rapport à l'enfance et tout ça. Dans nos sociétés hyper adultistes, la plupart des gens détestent les enfants, encore plus s'ils en veulent pas. Donc ça fait plaisir, c'est un archétype qu'on retrouve pas souvent. Merci pour ça, avec plaisir. Ah oui, j'ai adoré que tu présentes Clochette comme un personnage gentil, courageux et aidant, et non comme une jeune fille jalouse des autres filles, comme c'est le cas dans Disney. C'était volontaire, et je voulais faire un personnage aussi non genré. Un personnage de Clochette, en fait, c'est un halo lumineux où tu vois une forme humanoïde, mais tu vois pas si c'est un homme, une femme, ou même si c'est un mâle ou une femelle, tu sais pas trop comment catégoriser le personnage, et c'est volontaire. Julia qui découvre Clochette, la vraie Clochette et pas celle du conte. J'ai voulu en faire, me référer plus aux aides de la nature qui sont là des fois un peu pour l'équilibre des choses. Et c'est des personnages qui respectent le libre arbitre des gens. Donc voilà. Quand les belles ne sont pas d'accord, c'est trop chaud. Ouais, mais c'est là où en fait il faut aussi savoir se faire confiance, tu vois. C'est toi l'auteur, c'est ton histoire, tu sais ce que tu veux mettre dans l'histoire. Et c'est à toi de trancher. Après, tu peux en discuter avec les gens, tu vois. Par exemple, là, moi, si pour le début de roman, il y en a un qui me dit A, il y en a un qui me dit B, et que moi je doute, tu peux éventuellement retourner vers des bêta-lecteurs pour dire mais pourquoi t'as trouvé ça lent, etc. Et pour t'aider un petit peu à réfléchir et à trancher. Mais après, moi je le dis souvent, c'est que mes remarques, c'est mon point de vue. J'ai une vision de la lecture et de l'écriture, et j'ai une vision aussi de la construction narrative, c'est-à-dire que quand bien même je donne des retours un peu plus professionnels et techniques, ça reste ma vision de l'écriture, donc je remets toujours les choses en perspective, et très souvent à la fin d'un compte rendu, je vais dire après, c'est toi qui es maître à bord, c'est toi l'auteur, c'est toi l'autrice, c'est à toi de voir ce qui est pertinent pour toi à garder ou non, quoi. Je sais pas comment gérer quand l'un dit noir ou l'autre dit blanc. Je dirais ressens-toi sur ce que tu voulais pour ton histoire. Après, ça dépend. En fait, là, ça dépend ça dépend des commentaires. Ça dépend sur quoi on te fait un commentaire, tu vois. Des fois, c'est une question aussi de moyenne, tu vois. Si sur 3 bêta lecteurs, t'en as 2 qui te disent noir et un qui te dit blanc, peut-être que la majorité a raison. Et encore, tu vois. De toute façon, un roman fait jamais l'unanimité. Et ce que tu comprends dans un roman, dans ton roman préféré, il y a des gens qui vont te dire bah moi je suis passé à côté, j'ai pas compris, ou alors ton roman préféré, moi je l'ai détesté. Voilà, ça reste relativement relatif, donc des fois c'est aussi savoir se faire confiance et faire des choix, quoi.
Et c'est ton histoire. C'est ton histoire, c'est à toi de décider, quoi. Je sais, c'est un peu bateau hein, comme réponse. Mais je comprends, hein, parce que moi aussi, hein, je vais devoir faire des choix dans mon histoire. Perso, j'aime être bombardé dans l'action. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est vrai que toi, par exemple, ton roman est beaucoup plus dans l'action, c'est clair. Du coup, les débuts plus doux ont moins d'impact sur moi. Ouais, tu vois, c'est intéressant que tu me fasses cette remarque. Parce que moi, je suis moins dérangée. Je suis pas dérangée par des romans contemplatifs. Ça dépend comment c'est amené, hein. Il y a des romans aussi où je me fais chier, hein, clairement. Mais ouais, c'est clair que si t'es plus dans l'action et dans le concret tout de suite, un roman qui commence comme le mien, qui est un peu plus lent, qui place des choses, ça plaît moins. Voilà. Mais après, ça n'empêche que je peux prendre en considération ta remarque pour modifier certaines choses, ou pour voir les choses autrement, ou pour me dire, ah, je peux peut-être aussi amener les choses différemment, tu vois. Tu peux prendre un peu des deux, c'est-à-dire que tu peux prendre un peu dans une remarque qui dit noir et l'autre qui dit blanc, et peut-être faire un mix des deux, ça dépend. En gros, j'en ai une qui me dit que mes descriptions sont pas immersives, et une autre qui dit l'inverse. C'est une question de ressenti. Et ça dépend ce que tu considères être immersif ou pas. Pour moi, ce qui est immersif, c'est très souvent parce que t'es dans les sensations et t'es dans des descriptions très imagées, très sensorielles, t'es sur les cinq sens, tu vois. Moi, c'est ce que je considère être quelque chose d'immersif. Quelqu'un qui aura une définition différente va te dire ta description est pas immersive. Et après, ça, c'est aussi une question de plume. Qu'est-ce que t'aimes faire dans les descriptions? Comment t'aimes amener les descriptions? Tu vois? Ça dépend. Ça dépend, et ça, c'est une question de sensibilité. Donc après, là, on pose presque plus la question du style. Et c'est pour ça que c'est compliqué aussi de trancher dans les retours de bêta lecture. Et à un moment donné, j'arrêterai pas de le dire, mais c'est toi le maître à bord, quoi. Donc c'est à toi de trancher, de faire des choix de ce que tu veux toi pour ta propre histoire et dans ton style. Tu vois, là, on parle quand même de plume et de style, et ça nous est propre. Et ça, tu peux pas juger. Il y a que toi qui connais ton style et ta façon d'aborder les dialogues, d'aborder la description, et c'est propre à chacun. Même dans les romans publiés, hein, aucun auteur n'aborde les descriptions de la même façon. Il y a des descriptions auxquelles tu vas être sensible et d'autres pas du tout. Je trouve que tu as une base intéressante à travailler. Mais, non, j'ai adoré cette histoire, même si on sent bien qu'elle est à l'état de projet, mais ça c'est clair et net, hein. C'est comme, j'adore elle m'a dit, c'est un diamant brut, il a juste besoin d'un travail d'orfèvre que tu es, merci, pour briller et marquer les esprits. Mais je suis d'accord, je le savais, de toute façon on l'a envoyé en bêta lecture, c'est un brouillon, hein, un brouillon d'histoire. Je trouve ton écriture très fluide et d'ailleurs, il n'y a pas tant de coquilles, que ce soit en termes d'orthographe, de conjugaison et de grammaire. Je suis surprise quand même, parce que moi je les vois les fautes. Après, ça dépend de comment. Moi j'ai un côté un peu maniaque, donc forcément j'ai tendance quand même à regarder mon orthographe même en premier jet. Mais ça n'empêche pas de faire des coquilles, des fautes et des répétitions, et des tournures de phrases bancales. Et ça, c'est un truc que je ferai qu'à la fin, quoi. C'est assez impressionnant, merci. Je t'ai fait quelques petites remarques typo, tac. La diversité des personnages permet d'amener une ressemblance au récit, notamment parce qu'ils sont nombreux et que ça rend vivant le roman. Ouais, tu vois, c'est un truc. Mais qu'elle m'a mis aussi, je crois, dans les points négatifs, parce que forcément, bah, y a des personnages qui font plantes vertes. Tu as vraiment su te réapproprier l'univers de Peter Pan, ce que je trouve hyper difficile comme exercice, puisqu'il existe déjà une image dans la tête des gens et tu réussis à nous faire passer outre. Et ça, je suis contente. Je suis vraiment contente. À revoir notre conception du conte classique et à nous transporter dans ton univers à toi. Ça, je suis soulagée parce que c'est un peu le risque quand tu fais une réécriture et que tu reprends les codes d'une histoire déjà existante. C'est de voir comment c'est accueilli et comment tu joues avec les codes. Est-ce que les gens s'y retrouvent? Est-ce que les gens sont paumés? Est-ce que... voilà quoi, c'était ma crainte. Et en même temps, quand c'est un univers et une histoire que t'aimes beaucoup, je pense que ça te permet de mieux jouer avec les codes. C'est-à-dire que c'est une histoire que tu connais bien. Tu vois, par exemple, j'ai un projet de réécriture de Notre-Dame de Paris. Et par contre, là-dessus, je me mets une pression de fou. Parce que j'ai envie aussi de rendre hommage, ce qui est le cas aussi avec Peter Pan, hein. Mais Notre-Dame de Paris, c'est une histoire qui est méga importante pour moi. Et donc je me mets une pression de fou parce que je veux pas que ça soit dégradant pour les autres fans de l'œuvre. Je veux rendre hommage à l'œuvre. Et quand bien même je vais partir sur un autre truc. Là on sera vraiment sur une réécriture.
Je risque même de partir sur un truc un peu dystopique et futuriste et tout ça, hein. Donc vraiment, on va être dans autre chose. Mais je veux, voilà, je veux rendre hommage à l'œuvre et je sais que je me mets une pression par rapport à ça parce que je veux que ça soit bien fait et bien reçu. Surtout par les gens qui aiment Notre-Dame de Paris, quoi. Donc voilà. Ah oui, ça c'était intéressant. Je trouve que le personnage de la mère de Julia au début a quelques incohérences. Euh, ah oui, elle parle du devoir de mère, mais ne s'est pas occupée des siens. Il faut savoir que la mère de Julia, c'est une mère qui a un peu abandonné son rôle de mère depuis que le père des enfants. Donc on a Julia et deux frères jumeaux. Euh, j'ai volontairement pas voulu trop en dire pour le père parce que j'ai voulu invisibiliser les pères démissionnaires, quoi. Voilà, qui ne prennent pas leur rôle de père, et j'ai pas voulu lui donner beaucoup d'importance. Donc c'est volontaire de pas trop en dire, mais en gros voilà, c'est un père démissionnaire, et à partir du moment où elle a perdu l'homme de sa vie, la mère de Julia a aussi un peu délaissé son rôle de mère, et c'est Julia qui a pris un peu ce qu'on appelle la parentification, quoi, qui a pris un peu le rôle de parent, qui a pris un peu plus les responsabilités par rapport à ses deux petits frères jumeaux. Et c'est pour ça aussi qu'elle est devenue conteuse d'enfants et qu'elle veut aussi préserver l'innocence des enfants. C'est parce qu'elle a un peu grandi trop vite. Euh, et donc, Aude me disait, il y a une incohérence parce que la mère de Julia parle du devoir d'être mère, mais elle s'est pas occupée des siens. Elle dit qu'une femme doit se marier, faire des enfants. Pourtant, l'homme avec qui elle était s'est enfui. Je pense que ça aurait dû la laisser amère ou au moins méfiante envers les hommes. Et en fait, justement, moi c'est volontaire, enfin, moi je considère pas ça comme une incohérence, peut-être qu'il faut que je l'amène autrement. Et ça pour le coup, c'est du vécu personnel. Je me suis inspirée de ma propre mère, pour certains trucs, hein, pas pour tout, mais j'ai une mère qui a connu beaucoup d'échecs sentimentaux. Je suis la seule fille de la famille, et ma mère projette beaucoup de choses sur moi. Dans le sens où elle a connu beaucoup d'échecs, elle veut voir sa fille avoir ce que elle n'a pas eu. Donc elle veut voir sa fille se marier, avoir des enfants, etc., être heureuse en amour, etc. Donc moi je trouve pas ça incohérent, parce que des fois quand tu vis des échecs, tu peux projeter tes rêves sur tes enfants. Après je l'ai peut-être pas suffisamment bien amené pour que ça soit compris. Voilà. Ça m'a pas choqué pour la mère, au contraire, t'as des gens qui donnent des conseils qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes. Ouais, aussi. Voilà. Et c'est toute l'ambivalence de la mère de Julia, tu vois, qui est un peu, elle aussi, démissionnaire de son rôle de mère, et qui va dire un peu à ses enfants, bah voilà, faut se marier, avoir des enfants, et réussissez votre vie, et trouver un vrai travail, surtout. Tac, je pense pas du coup qu'elle tiendrait ce genre de discours. Et tu vois, là pour le coup, c'est aussi savoir se faire confiance dans les commentaires qu'on peut te faire en retour en bêta lecture, et aussi être capable de dire je suis pas d'accord avec ce commentaire. Même s'il est légitime et que je comprends que ça peut être perçu comme ça. C'est aussi des projections qu'on fait sur les personnages, tu vois. Moi je sais pourquoi je l'ai fait et pourquoi je l'ai amené, donc pour moi c'est cohérent, mais pour d'autres ça sera peut-être pas perçu comme cohérent, quoi. Alors oui, bon, ça c'est un truc qui revient. La voix de tous les personnages ne sont pas distinctes. Ah, je suis d'accord. Certains ont une personnalité très palpable et une voix particulière, Peter et Crochet. Mais je trouve que certains personnages principaux et semi-principaux sont interchangeables. Clochette, Lily, Maya. Lily, ça me chagrine un peu du coup. C'est là que je me dis peut-être qu'il faut que je lui donne un peu plus de matière, quoi. Clochette, Lily, Maya et Julia ont la même façon de parler et le même type de personnalité. Ça pique un peu, mais il y a une part de vérité là-dedans, il va falloir que je creuse. Lily se démarque un poil plus, mais je trouve que ce n'est pas assez spécifique pour que ce soit vraiment notable. Alors, voilà, c'est ça qu'elle me disait. Je trouve que Julia a une personnalité très passe-partout. C'est normal. C'est normal, c'est son caractère. On a beaucoup de mal à la cerner, ça c'est peut-être un peu moins normal, mais c'est là aussi que c'est intéressant, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, sur son commentaire, je trouve que Julia a une personnalité très passe-partout. Je suis d'accord, et en même temps, si c'est dérangeant, c'est que j'ai peut-être manqué de caractérisation du personnage pour que ce soit normal. On a beaucoup de mal à la cerner, ça c'est pas normal. On est censé pouvoir la cerner, même si c'est quelqu'un qui est plus suiveur que leader. Voilà. C'est comme si on sentait que tu l'avais retenu. Ça, c'est intéressant aussi, mais je suis pas 100% d'accord, mais c'est intéressant. C'est comme si on sentait que tu l'avais retenu, que tu. Mais en même temps, c'est Julien.
comme si on sentait que tu l'avais retenue, que tu n'avais pas voulu la faire ni trop parfaite, ni trop de défauts. Mais vu que c'est quelqu'un qui est sur la réserve, qui se met pas en avant, qui veut pas être le centre dans l'attention, c'est normal aussi. Comme si elle était neutre, voilà. Mais après, oui, je comprends. Je comprends pourquoi. Ça m'a choqué, ça, ok. Ça non plus, ça m'a pas choqué, Julia. J'ai bien vu que c'était un personnage suiveur, introverti. Ouais, introverti, je sais pas. Mais, tiens d'ailleurs, ça, je sais que je veux en parler. J'ai prévu une newsletter pour ça, mais je pense que j'en parlerai sur les réseaux. C'est une prise de conscience que j'ai ces derniers jours. Depuis que j'ai lu le roman de... je le montre là, mais je l'ai lu en numérique. Le roman de C.J. Drews, donc Don't Let the Forest In. Il y a un truc qui m'a énormément touchée, et c'est pas le seul roman où ça m'a fait ça. C'est qu'elle met en avant et normalise des personnages qui sont discrets, silencieux, timides, introvertis, et qu'elle normalise ça. Ça fait du bien, parce que c'est un truc pour lequel je pourrais me battre toute ma vie. C'est justement de normaliser les personnalités un peu plus réservées, introverties, timides. Bon, c'est ce que je suis, et je l'ai vécu toute ma vie. On m'a toujours forcé à sortir de ma coquille, à être un peu plus sociable, extravertie et tout ça. Et c'est pas ma personnalité. Et on vit dans une société où on normalise les gens extravertis et sociables et tout ça. Et c'est pas la même. Enfin, c'est. On est tous différents en fait. Et ça me fait vraiment du bien de lire des histoires où on met en avant des personnages comme ça. Il y a dans À la recherche de l'esprit renard d'Alix Nodo qui a un personnage comme ça qui m'a énormément touchée. C'est même mon personnage préféré du roman, qui s'appelle Embrun. Et c'est un personnage très silencieux et très sur la réserve, et il est ok avec ça. Et la prise de conscience que j'ai eue, c'est que je pense que c'est un cheval de bataille que je veux mettre dans les romans, dans mes projets de romans. Je veux au moins, je pense, au moins un personnage qui a un peu cette personnalité-là. Alors, sans faire des copies conformes, on peut faire plein de choses, mais je veux mettre en avant ça aussi dans mes romans pour, tu vois, des fois on écrit aussi pour militer pour certaines choses. Et c'est un truc pour lequel je veux me battre aussi à travers mes histoires. Et donc oui, c'est clairement une personnalité qu'on retrouve aussi chez Julia, quoi. Pareil, j'ai un masque au taf, et quand je dis que je suis timide et introvertie, ça choque. Alors que moi, tu vois, c'est le premier truc qu'on me dit, mais t'es réservée, toi, un peu, non? Ou j'ai même, bah, moi, typiquement, sur mes bulletins de notes à l'école, c'était très bon élève, dommage qu'on l'entende jamais, quoi. Au point que dans ma formation, quand j'étais en formation d'éduc, il y a des groupes de parole où on est censé parler de nos pratiques pour en discuter, etc. Donc c'est un groupe où on parle, on prend la parole, et bah moi dans un groupe, forcément, je suis pas la première à prendre la parole, je suis plutôt sur la réserve, et j'ai besoin de me sentir à l'aise avant de pouvoir prendre la parole. Et bah cette formatrice m'a très vite stigmatisée, et devant tout le monde, en disant bon bah c'est dommage que Marie prenne pas la parole, quoi, elle aurait des choses intéressantes à dire, je suis sûre. Et à chaque fois, à chaque nouveau cours, bon bah c'est dommage, alors je dis Marie parce que c'est mon vrai prénom, hein, je sais que sur les réseaux c'est Maria, mais c'est dommage, Marie, encore une fois, elle a pas pris la parole. Et en fait, ça me mettait une certaine de pression, ça m'enfermait dans une case de je prends pas la parole. Donc moi, plus tu me mets la pression pour faire quelque chose que déjà j'ai du mal à faire, moins j'ai envie de le faire. Donc, et ça a viré presque limite au harcèlement, quoi. Même si c'était maladroit de sa part. Mais ouais, clairement, c'est un truc pour lequel je veux me battre, quoi. Prof toxique, on aime, mais grave. Et en plus, on était dans le social, tu vois. Les fiches perso, on aime les faire et on les laisse dormir au fond d'un tiroir. Ouais, et puis ça dépend ce que tu fais comme fiche personnage. Tu vois, moi, Julia, je l'ai retravaillée, et justement, j'ai beaucoup reprécisé aussi dans ma tête son côté blessure de rejet que j'avais complètement oublié. Après, j'avais en tête à peu près ce que je voulais du personnage, mais de retravailler, moi, la notion de blessure de rejet, ça m'a donné aussi beaucoup plus d'éléments pour préciser Julia. Et même, du coup, il y a des comportements, des choses qu'elle fait dans le roman où, pour moi, c'est pas cohérent avec ce que j'ai voulu pour elle. Donc ouais, fiche perso, c'est intéressant, mais faut aller au-delà des caractéristiques, genre nom, prénom, défauts, qualités, caractéristiques physiques et tout ça. Faut aller plus loin. Enfin, après, c'est mon côté, j'aime beaucoup la psychologie des personnages, hein. C'est pour ça que je vais aussi sur des blessures émotionnelles, parce que c'est des trucs qui me parlent beaucoup, moi, en termes de notions. Et c'est méga intéressant à exploiter pour justement développer un personnage qui soit un peu plus profond, et qui peut avoir aussi des ambivalences et des incohérences aussi. Enfin, pas des incohérences, mais des contradictions.
Ouais, dans ces mêmes chapitres, on a la sensation que les personnages n'avancent pas vers leurs enjeux. Alors oui, ça je suis d'accord. Sachant que Julia est quand même projetée dans un Neverland auprès de Peter et des enfants perdus qui sont censés vouloir briser la malédiction. C'est vrai qu'au début, ils ont pas l'air hyper à fond dedans, quoi. Donc je pense qu'il faut que je rajoute des trucs à ce niveau-là. Même si on comprend pourquoi elle se fait balader un peu dans l'île, c'est-à-dire que Peter, à un moment donné, il veut lui faire le tour de l'île. Au début, tu vois, elle s'est dit, mince, attends, ils se promènent, ils ont peut-être d'autres choses à faire. Et en fait, après lecture, elle comprend, elle a relu après ce passage, et elle comprend pourquoi Peter lui propose ça. Il y a une raison derrière. Mais oui, je comprends. Je comprends la sensation que ça peut donner, quoi. De manière générale, les enjeux de l'histoire ne sont pas toujours très clairs. Par exemple, en ce qui concerne Peter, au début, Julia le découvre sous un bon jour. Et puis d'un coup, il devient un gros con. Mais c'est Peter Et on ne comprend pas pourquoi. Quand il s'énerve et qu'il envoie bouler Julia, ce qui l'a fait basculer au pays de nulle part. Ok, donc pour elle, son comportement est pas logique. C'est que je l'ai peut-être pas mis en avant. Mais parce que pour moi, on est dans une scène où Peter, voilà, il y a des moments, il essaie de réessayer de voler alors qu'il est incapable de voler. Et ça le confronte justement au fait qu'il est grandi et que voilà. Et pour lui, il le vit comme un échec et c'est une blessure en fait chez lui. Ce qui fait qu'il est dans un état émotionnel très je suis énervé, je suis en colère, je suis frustré. Et donc bah, quand Julia essaye, lui dit bah, je vais t'aider à la briser la malédiction et qu'elle fait quelque chose qui pensait l'aider à briser la malédiction, il se rend compte que c'est pas le cas et du coup bah, il s'énerve contre elle, mais comme un gamin qui il réagit comme un enfant en fait, Peter. Donc tu lui dis je vais te donner du chocolat et finalement tu lui donnes pas du chocolat, bah finalement il s'énerve et il dit c'est de ta faute quoi. Voilà. Donc moi ça me semblait cohérent. Après pareil, il faut que je relise pour voir si s'il y a des choses que je peux amener différemment dans le chapitre ou pas. L'antagoniste de Peter n'est pas présenté de manière franche. Perso, j'aurais préféré avoir une coupure nette mais claire, par exemple quand Lily... Ouais, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la deuxième partie du roman, je pense qu'il faut qu'il y ait une coupure nette entre ce que Julia pensait de Peter, même si bon, elle a été confrontée à certains trucs pas top, que Julia se retrouve avec des personnages qui lui disent non mais arrête tes conneries, Peter c'est juste un enfoiré quoi, et il fait de la merde, et juste il n'y a plus de doute possible quoi. Après, il faut pas oublier qu'on est sur le point de vue de Julia, donc certaines choses ne peuvent pas être décrites plus en détail. Mais oui, c'est ça, c'est toute la complexité d'écrire à la première personne et d'un point de vue interne. Et Peter est un enfant éternel, donc voilà. Donc, mais oui, oui, clairement. Donc mais après, c'est une subtilité. Tu peux en déduire des choses et tout ça. Mais c'est vrai que dans cette scène, on a un Peter qui essaye de faire quelque chose qui est important pour lui et il n'y arrive pas. Ça le confronte au fait que, bah oui, effectivement, il est adulte et il peut plus voler. Enfin, il pense qu'il peut plus voler. Et donc, il est frustré et en colère. Et bah, c'est Julia qui se mange la frustration et la colère de Peter dans la face. Et elle le vit comme du rejet. Alors qu'en fait, c'est juste Peter qui lui crache à la figure, quoi. Mais ouais, mais après, tu fais des choix aussi de narration qui font que bah, il y a une certaine difficulté dans ce que tu veux montrer et comment tu dois amener les choses, quoi. Ah oui, alors elle me dit tous les enjeux n'ont pas de conclusion. Je vais voir où est-ce que je peux reprendre. Au sujet de la malédiction qu'elle a jetée, elle n'est pas vraiment levée, certes, mais on aurait aimé savoir au moins comment la lever, ce que signifiait exactement la prophétie. Alors je sais pas si je l'ai bien explicité. Pour moi, c'est expliqué dans le roman, mais je l'ai peut-être pas suffisamment clairement amené. La prophétie, c'est Clochette à la fin qui lui dit mais en fait le cœur d'enfant c'est toi, et en fait on le dit pour que la malédiction soit levée, il faut juste que Peter accepte la situation, qu'il accepte de grandir. Donc oui, clairement on reviendra jamais en arrière, mais oui, en fait la malédiction est là aussi pour forcer Peter à grandir, parce que bah, la vilaine sorcière elle a dû grandir et elle voulait montrer à Peter ce que ça faisait, quoi. Et elle me dit, et quid de Roger alors? Il lui est arrivé quoi? Et c'est vrai que Roger s'est jamais dit clairement. On comprend assez rapidement dans l'histoire de Crochet que bah, Peter s'est débarrassé de Roger quand il a commencé à grandir, mais on sait pas ce qui lui est arrivé. Et à la fin de l'histoire, t'as Crochet qui confronte Peter en lui disant mais du coup t'as fait quoi de Roger? Et je crois que Peter lui répond un truc, mais tu sais très bien ce que j'ai fait, quoi. Un truc dans le genre. C'est vrai que j'ai pas voulu le dire clairement parce que bah, Peter, sa spécialité c'est aussi de ne pas répondre clairement aux questions. Et
enfin, pour moi, Roger a été envoyé au pays de nulle part. Et c'est vrai que je me suis dit, les lecteurs pourront peut-être faire du lien ou voilà. Mais après, peut-être qu'il faut que je le dise clairement. Voilà. Est-ce que c'est satisfaisant ou pas de pas savoir clairement ce qui est arrivé au fameux Roger? Je sais pas. Bah tiens, j'en ai déduit qu'il a été envoyé au pays de nulle part. Voilà, c'est ça. Donc je me dis que c'est que j'ai plutôt bien fait mon travail. Après, en soi, est-ce que c'est important? Je sais pas. Tu pourrais être plus largement généreux sur les descriptions, ça je suis d'accord. Mais ça, je crois que tu le sais déjà. Oui. Ah oui, alors c'est ça, le point qu'elle a soulevé, qui est méga intéressant, c'est en termes de sexisme. Après, c'est quelqu'un qui est assez à cheval sur le côté féminisme et tout ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et pourtant, c'est des trucs auxquels je suis sensibilisée, mais je m'en suis pas rendu compte en cours d'écriture. Elle me dit, alors je sais que tu es engagée et que c'est absolument pas volontaire. Tac, d'ailleurs, j'ai apprécié le nombre et la diversité des personnages féminins. Par contre, j'ai un gros souci avec le côté test de Bechdel. Alors, je connaissais pas le nom, mais je connaissais le principe. Ok, Peter est l'antagoniste, du coup, tu peux difficilement passer à côté de conversations le concernant, mais la plupart des filles qui parlent entre elles parlent de Peter. Le test de Bechdel, c'est ça, c'est souvent quand les femmes parlent entre elles, elles ne parlent que des hommes. Donc voilà, c'est un petit peu problématique. Comme si elle ne vivait qu'à travers lui et tu pourrais, et du coup, voilà, c'est un truc qu'il faudrait peut-être éventuellement éviter. Après, voilà, chacun fait comme il veut, mais je trouvais ça intéressant. Et du coup, elle me fait aussi voilà, quelques suggestions pour peut-être changer ça. Donc, je trouve ça chouette. Et franchement, et c'est ça qui est intéressant d'envoyer son roman en bêta lecture, c'est que, bah, en fait, il y a des choses, des biais que tu peux avoir qui sont pas conscients ou qui sont conscients, mais peut-être pas conscients quand tu es en cours d'écriture, quand tu écris. Et bah, tu as des gens qui peuvent te relever ça. Donc, hop, j'essaie de surveiller parce que je vois qu'il est 17h passé. Normalement, je suis censée recevoir un message. Donc, pour le moment, ils sont pas là. Donc, ouais. J'ai trouvé ça méga intéressant comme point et j'ai vraiment pas fait gaffe à ça. Et elle a raison, hein. C'est quand les femmes parlent entre elles, elles ne parlent que de Peter, donc d'un homme, quoi. J'avoue ne pas avoir fait attention à ça, comme le problème gravite. Bah oui, c'est ça, c'est qu'en fait, moi, naturellement, forcément, je veux aussi amener des choses autour de Peter, des conversations pour que aussi Julia prenne conscience de certaines choses. Mais après, ça peut être problématique. Donc peut-être qu'il faut que j'amène plus de personnages masculins qui puissent en parler. Il y a des pirates, ça me permettrait de mettre en avant aussi les pirates, qui peuvent aussi dire certaines choses. Il y a Michael qui est là, qui aussi véhicule des choses par rapport à Peter et par rapport à son frère, qui pourrait aussi dire des choses. Donc il y a des solutions, quoi. Mais tu vois, elle me dit, par exemple, tout simplement faire en sorte qu'elle parle de Peter en dehors des conversations où elles ne sont qu'entre filles. Déjà ça enlève le côté test de Bechdel, quoi. Genre des conversations de groupe ou leur donner des moments à elles où elles apprendraient à se connaître entre elles. Et puis pardon, mais je veux grave une romance entre Lily et Julia, donc Exit Peter. Elle me fait rire. C'est surtout elle qui m'a qui m'a dit je veux trop une histoire entre Julia et Lily, quoi. Des moments où elles parleraient de leur vie respective, de leurs rêves, de leurs espoirs, des questionnements sur d'autres sujets, des choses plus intimes. Ouais, en gros, c'est voilà, jouer un peu plus dans les conversations où elles sont qu'entre filles, peut-être parler d'autres choses et inclure des mecs dans les conversations quand on parle de Peter, quoi. Mais ouais, il y a moyen. J'aurais vu Crochet et Julia, moi. Oh waouh! Ça, autant Lily, ça m'a traversé l'esprit parce qu'il y a des petites punchlines comme ça où dans les conversations, j'ai trouvé ça fun. Et c'est pas du tout volontaire et c'est pas du tout prévu. Surtout que je voulais pas donner de romance à Julia, je veux qu'elle se débrouille par elle-même et qu'elle apprenne aussi à s'aimer et à s'accepter par elle-même, pas à travers une relation. Donc c'était volontaire, je veux pas lui donner de relation, même si je joue un peu là-dessus par rapport à Peter ou autre. C'est volontaire de pas lui donner de relation. Mais j'ai eu ça en tête à un moment donné, ça m'a fait rire. Et ça me fait rire qu'il y ait des personnes qui le relèvent. Mais Crochet, waouh! Oui, on sait que t'aimes pas la romance. Mais tu sais que des fois, je me dis, j'aimerais bien écrire une romance pour amener ma vision des choses. Et ce que j'aime dans les romances, j'aime des choses dans les romances. Mais très souvent, en tout cas, la romance pure, lire un livre de romance, très souvent, ça va me spoiler la fin, parce que tu sais qu'en général, ils sont censés finir ensemble, quoi. Alors que si t'as une romance dans une histoire autre,
J'avais pas signé pour ça, mais c'est Mimi et ça apporte des choses et voilà, je peux signer pour, quoi. Mais, mais ouais. Mais là, non, clairement, c'était pas le but. Même si je joue avec l'histoire, comment elle appelle en français, je sais jamais, le True Love Kiss, quoi, qui briserait une malédiction. Je joue un peu là-dessus. Mais surtout que dans les réécritures de Peter Pan, souvent tu as un personnage féminin qui tombe amoureuse de Peter et des choses comme ça. Et donc je me moque un peu de ça, avec le côté il y a un baiser et tout ça. Je joue un peu là-dessus, c'est fait exprès, mais je voulais pas de ça, moi, dans mon roman. Je voulais proposer un peu autre chose aussi. Bon, après, c'est voilà, son retour, ça s'arrête là. Après, c'est des conseils de typo. Mais ouais, non, c'est quand même, méga intéressant. Tu vois, j'ai eu 3 retours de bêta lecture et ça me permet aussi d'y voir plus clair parce que je savais où étaient les défauts de mon roman. En tout cas, certains. Je savais à peu près sur quoi je devais me pencher pour la réécriture, mais ça me permet aussi de préciser certaines choses, de prendre conscience aussi de certaines choses, quoi. Donc voilà, je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour le retour de... Enfin, en tout cas pour les retours, parce que j'ai encore celui de Réa, mais faut que je m'arrête parce que je vais avoir ma livraison de course et je vais la louper sinon. Mais ouais, non, après, clairement, là, le but, ça va être de... déjà, premier point, je pense que je vais bosser les fiches personnages à fond. Enfin, je vais travailler mes personnages. Pas forcément les fiches perso, mais j'ai besoin de repréciser les personnages, clairement. J'ai déjà commencé sur Julia. Je pense qu'il y a des personnages qui en ont peut-être moins besoin, genre Peter Crochet, c'est assez carré. Mais les autres, ouais, il y en a plein, clairement, il faut que je bosse ça. Et le but, en fait, c'est comme je le disais en début de live, c'est que je veux repartir comme si je développais un nouveau projet de roman. Donc je veux reposer les personnages. Je vais remettre au clair dans ma tête aussi les enjeux, parce que c'est juste méga important, même s'ils sont là, mais je veux que ça soit clair dans ma tête pour les avoir en tête pour l'écriture. Et après, je vais retravailler la structure et la planification, voir s'il y a des choses qu'il faut que je bouge, des choses qui seraient plus cohérentes en termes de chronologie dans l'histoire, des choses que je peux rajouter, des choses que je peux enlever. Je vais refaire mon plan de roman et je vais repartir sur un autre jet et je vais réécrire du début à la fin. Voilà. Ça va me remettre dans une énergie créative aussi, j'en ai clairement besoin pour me redonner envie sur ce projet parce que j'ai encore un peu de mal, même si voilà, ça revient doucement, j'ai encore un peu de mal. Et puis après, il faut aussi avoir le temps. Là, j'essaie de trouver un équilibre entre ce que je fais, les bêta lectures, la création de contenu et tout ça. Je me demande si je me ferais pas une espèce de... Je travaillerais pas mon synopsis. Ça aide des fois quand tu bloques et quand tu sais pas où est-ce que tu veux aller avec ton histoire, s'il manque des trucs, s'il y a des incohérences. C'est des fois faire un synopsis de ton roman. Pas un synopsis chapitre par chapitre, genre G0 comme j'ai l'habitude de faire, mais faire un synopsis comme si tu faisais un synopsis pour les maisons d'édition. Un synopsis, c'est le squelette de ton roman, comment ça s'articule, comment ça évolue, ça spoile tout, et t'es pas dans la narration, t'es vraiment, au début il se passe ci, et puis ensuite il se passe ça, et puis ensuite il va y avoir ci, il va y avoir ça, machin il réagit comme ça, et puis voilà. Et juste de libérer pour avoir vraiment le déroulé de mon histoire de façon un peu fluide et ce que je veux. Ça me permettrait ensuite d'avoir le plan derrière, quoi. Comme t'es architecte, ça peut t'aider. Mais moi, j'ai grave besoin de ça. Je m'en rends compte, hein. Là, je le vois. C'est pour ça que je galère sur la réécriture. C'est que je vois que j'ai manqué de préparation avant l'écriture du premier jet. Même s'il y en a eu, hein. Mais pas suffisamment pour ce que j'ai besoin. Et c'est intéressant. C'est aussi en faisant qu'on apprend, hein. Moi, je sais que j'ai besoin d'un cadre. Mais ça a toujours été comme ça dans ma vie, quoi. Donc ça me surprend pas. Ça m'a fait du bien pour poser les bases, mais c'est parti en cacahuète. Mais c'est bien, parce que des fois aussi c'est ça, hein, ça va te mettre une base pour ensuite développer d'autres choses et avoir la vraie histoire qui va apparaître derrière, tu vois. C'est comme le brainstorming. Le brainstorming, moi, c'est ça, c'est que je vais poser les bases de ce que je veux, je vais avoir peut-être le titre, je vais peut-être avoir le thème, je vais peut-être avoir une phrase, un truc, et puis ensuite, je vais peut-être avoir une idée de personnage, et puis un truc comme ça, et puis, ah, tiens, je vais peut-être pouvoir développer ça, et puis rajouter ci, et puis rajouter ça, puis je vais déjà avoir un début d'histoire, un truc qu'après je vais développer. Et ce que j'ai développé au début en brainstorming pour ce projet de roman-là, ça ressemble pas à ce que j'ai fait là, ce que tu as lu en premier jet en bêta lecture. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc c'est une autre façon de faire, mais ouais, il y a des similitudes, quoi. Bref, bah du coup, merci d'avoir été là.
Pour les personnes qui seront sur le replay, s'il y a un replay, je sais pas encore. N'hésitez pas hein, à commenter, à faire vos retours en termes de bêta lecture, que ce soit sur moi ou si vous avez des questions même sur comment gérer une bêta lecture, n'hésitez pas aussi. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Céline, du coup, à bientôt, parce que tu es la dernière sur le chat. Et ouais, à une prochaine. Salut!